Bonjour à tous, bienvenue à la première journée du numérique responsable organisée par l'EDEF. Je salue également ceux qui sont en distanciel pour cet après-midi. Alors, comment l'après-midi va se dérouler, on va avoir 3 interventions d'experts justement sur le numérique responsable. Un temps de 20 minutes où il va y avoir une conférence de leur part et ensuite un temps de questions-réponses. Après, si vous avez des questions tout au long de leur intervention, n'hésitez pas non plus à prendre la parole pour un peu plus d'interactivité. Pour commencer, je vais donc laisser la parole à notre directeur général de l'EDEF, M. Christophe Couvret. Christophe, vous nous entendez? Oui, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Tout d'abord, je voudrais m'excuser de ne pas être en présentiel dans l'amphi avec vous et participer à cette belle après-midi de visu. Malheureusement, Covid oblige, j'ai des obligations familiales qui font que mes enfants ont leur classe fermée, donc je dois m'occuper d'eux en parallèle. Voilà, donc j'en suis vraiment désolé, mais je suis très heureux de pouvoir ouvrir cette belle après-midi avec des sujets extrêmement intéressants après une belle matinée sur la sensibilisation autour de l'impact du numérique et l'organisation d'une fresque du numérique au sein de l'établissement. Je voulais profiter de ce temps de parole pour rappeler un petit peu, refaire un peu l'histoire du Green IT et regarder positivement tout le chemin que nous avons pu parcourir. Et donc, si vous pouvez avancer un petit cran. Alors, le Green IT à l'ESEP, c'est quasiment depuis 2010 que c'est un sujet qui a été abordé. Au tout début, c'était une option professionnelle en dernière année. Voilà, donc 2010, je ne sais pas si vous vous projetez en arrière, c'est 11 ans en arrière quand même. Donc c'est quand même une vision, à l'époque, les responsables pédagogiques et Redouane avaient été assez visionnaires sur l'approche. Très rapidement, cette option professionnelle est devenue un tronc commun pour tous nos élèves ingénieurs. C'est-à-dire qu'on a enseigné à l'ensemble de nos élèves ingénieurs le Green IT et tout récemment, nos parcours de cadre intermédiaire, nous avons intégré l'approche d'éco-conception numérique et d'accessibilité numérique dans l'ensemble de nos cursus comme étant un tronc commun. Donc ça fait que depuis 2010, quasiment un peu plus de 520 étudiants ont été formés à ces techniques d'éco-conception. Voilà, donc c'est une goutte d'eau dans l'ensemble des spécialistes de l'informatique qui existent, mais néanmoins, ça a quand même un impact positif. Et nous sommes liés avec, et j'en profite pour les remercier, avec un partenaire historique qui est l'Alliance Green IT, qui nous a accompagnés dès le début, puisque l'Alliance Green IT a été créée en 2010. C'est une association qui a pour vocation de fédérer tous les acteurs du numérique responsable et de mettre en place des groupes de travail et de partager toutes ces bonnes pratiques pour faire avancer les connaissances. Ils ont créé un baromètre du Green IT il y a quelques années, je crois que ça doit être de mémoire de 2015, il me semble, ce baromètre pour faire mesurer l'évolution, et d'ailleurs il a été soutenu par l'ADEME, l'évolution des approches Green IT. Si on peut avancer d'un cran. Merci. Et donc, en fait, nous avons vécu cette révolution du numérique responsable avec un écosystème qui a commencé à se structurer. Donc, le premier, c'est l'Alliance Green IT dont je vous ai parlé, mais on a eu aussi, sur un plan de vue territorial, le Green Code Lab auquel nous avons participé à sa création, qui existe toujours aujourd'hui, qui essaie de fédérer sur un plan de vue territorial ces approches autour du numérique responsable. On a vu la naissance de l'Institut du numérique responsable, qui est devenu partenaire de l'ESEP depuis en 2017-2018, si ma mémoire est bonne, ça peut être 2018, pardon, avec comme vocation d'être un think tank et un do tank autour du numérique responsable. Nous avons, en 2017, l'ESEP créé une chaire d'enseignement et de recherche autour du Green IT et de l'Internet des objets, pour faire en sorte que les ingénieurs qui développent des solutions essaient de le faire de la façon la plus responsable possible. Et donc, en fait, sur on va dire les 6 premières années de nos activités liées au Green IT, c'est plus un écosystème qui s'est structuré, qui s'est organisé pour faire savoir et pour fédérer toutes ces bonnes pratiques autour du numérique responsable. Si on avance d'un cran, pour pouvoir mobiliser un maximum de monde, parce que l'intérêt du numérique responsable, il a l'intérêt que si on a un impact massif sur l'ensemble de notre écosystème. On a créé, dans la continuité du Green Code Challenge, que nous avons arrêté à l'issue de sa 3e édition, on a créé il y a 5 ans, une édition, enfin un challenge, un hackathon,
d'éco-conception numérique de 48 heures. Donc, on a appelé le Design for Green et qui s'est vu lors de ces 5 éditions participer un peu plus de 1270 jeunes et moins jeunes des entreprises et on a pu organiser un peu plus de 23 conférences d'experts ou de sensibilisation autour du numérique responsable. Le gros intérêt de ce challenge, c'est qu'il est devenu international très très vite grâce à notre réseau de partenaires, mais pas seulement, avec notamment le Québec numérique qui s'est saisi de ce sujet autour du numérique responsable et ça nous a permis de d'essaimer de nombreuses bonnes pratiques à travers le monde et de fédérer un ensemble de jeunes et d'entreprises autour de ces sujets. J'en profite pour remercier nos partenaires historiques, hein, donc la GIT, bien sûr, dès le début, qui a été tout de suite un soutien important par rapport à la démarche, l'INR qui a intégré le projet assez rapidement pour nous soumettre des sujets, et bien sûr, des soutiens financiers à travers l'ADEME, hein, qui est un soutien historique de l'établissement sur ce sujet, mais également la région Pays de la Loire et l'agglomération Angers-Leroy Métropole, qui est en avance sur ce type de thématique. J'ai une pensée aussi en même temps pour l'EPITA, une école d'ingénieurs amie qui a très rapidement adhéré au projet et qui nous a aidés dans la massification de la formation de ces jeunes ingénieurs avec une approche Green IT. Donc, on a géré pendant ces 5 ans, donc la prochaine édition sera en novembre 2022, et tout récemment, on remarque une véritable accélération, on peut avancer d'un cran, une véritable accélération avec la création de labels, de chartes et d'outils de mesure, parce que c'est le vrai sujet aujourd'hui. Comment fait-on qu'on ait une approche numérique responsable? Comment fait-on pour l'évaluer? Comment fait-on pour mesurer l'impact de nos actions au quotidien? Il y a eu la première dynamique qui a été insufflée par l'INR à travers la mise en place d'une charte dont nous avons insufflé en 2019 la signature d'un peu plus de 30 entreprises sur le territoire qui se sont engagées à avoir et à mettre en place une démarche d'informatique responsable et numérique responsable au sein de leur entreprise. Un peu plus de 30 entreprises sur les 206 ou 207 signataires aujourd'hui de la charte. Donc, vous voyez, ça pèse un peu plus de 10% de la dynamique globale. On a réussi à insuffler une vraie volonté d'entreprises du territoire et d'ailleurs 2 entreprises que je vais citer, Specinov et Empreinte Digitale, se sont très rapidement positionnées sur ce numérique responsable. On en est très heureux. On a eu aussi la structuration d'un label dédié au numérique responsable avec le label numérique responsable avec 2 niveaux, le niveau 1 et le niveau 2. Bien sûr, une intégration dans quasiment tous les labels existants autour de la RSE d'une dimension numérique responsable. Je pense notamment au label Lucie, mais aussi au label engagé RSE, qui ont intégré cette démarche de numérique responsable dans leur évaluation. De nombreux outils de mesure qui tiennent compte de différentes approches et un en particulier qui nous sert régulièrement pour notre Design for Green, notamment le ecoindex.fr, mais pas seulement, hein, il y en a d'autres, et finalement une multitude d'outils qui permettent de mesurer soit l'impact carbone de votre site web, de vos vidéos, de votre développement logiciel, etc. Donc on a vu les choses se structurer un petit peu plus fortement et une récente accélération avec une mobilisation très très forte de l'écosystème. Donc on en est ravis. L'une des premières mobilisations que je voudrais citer, c'est celle d'ADN Ouest. ADN Ouest est vraiment une association qui fédère l'ensemble des acteurs du numérique du Grand Ouest, comme son nom l'indique, qui a organisé à travers la communauté numérique responsable et donc du coup un sous-groupe d'ADN Ouest, une journée du numérique responsable la semaine dernière, qui a pu fédérer pendant toute une journée un peu plus de 250 professionnels autour de 5 villes pour faire partager des bonnes pratiques et des retours d'expérience sur le numérique responsable. Donc, c'est une véritable performance. Pour avoir l'expérience de ce type d'événement relativement rare, le numérique responsable, jusqu'à quelques années, restait un peu une spécialité ou de niche, très peu connue des uns et des autres. Les dirigeants responsables de l'Ouest aussi se sont appropriés ce sujet, avec la création à l'intérieur du dirigeant responsable de l'Ouest, un petit groupe de travail pour à minima, lorsque les commandes sont faites et que les achats sont faits dans le domaine du numérique, qu'ils soient le plus responsables possible. Donc, c'est déjà une deuxième goutte d'eau intéressante dans le dispositif.
Et une initiative nationale que je voudrais saluer, dont l'ESEP a été signataire dès le début, portée par le Syntec numérique, devenu Numéum maintenant, Engager le numérique, pour engager toutes les entreprises du numérique vers une approche responsable avec l'initiative Planète Tech Terre. C'est vraiment une belle mobilisation, il y a une véritable accélération sur ce sujet et c'est vraiment extrêmement important, hein. Je vous rappelle que le numérique pèse pour 4% de la pollution actuelle et la majorité des évaluations estiment que ça va être 3 à 4 fois plus d'ici une petite dizaine d'années. Donc si on ne se mobilise pas, ça va devenir un élément extrêmement polluant et avec un impact sociétal extrêmement fort et environnemental très fort. Et donc, on s'en ravit, on en est très heureux de cette initiative Planète Tech Care qui arrive à mobiliser et organiser régulièrement des événements autour du numérique responsable. Tout récemment, la ville d'Angers, précurseur dans le domaine, s'est adossée d'une charte du numérique responsable qui a été votée il y a quelques semaines à peine et qui engage l'ensemble des services de la ville d'Angers vers une dynamique responsable de l'utilisation des outils numériques. Alors on peut toujours dire que ce n'est pas assez, mais c'est déjà une bonne impulsion politique et les services sont en train de se mettre en mouvement et j'invite vraiment l'ensemble des collectivités à se saisir de ce sujet. Et Redouane Djeloua et moi qui portons ce sujet depuis quelques années, on l'a régulièrement dans le cadre de nos évaluations, dans le cadre de nos renouvellements d'accréditation, porté le message sur l'importance d'intégrer dans l'ensemble des offres de formation portées par la CTI et par les écoles d'ingénieurs adossées une véritable évaluation sur la dimension numérique responsable. C'est vrai que le développement durable, où nous étions précurseurs il y a un peu plus de 20 ans dans la gestion des risques et environnement, on organisait un peu plus de 120 heures autour du développement durable, est déjà devenu depuis de nombreuses années une obligation de l'ensemble des écoles de sensibiliser à ces approches-là, mais le numérique responsable ou le Green IT était quelque chose de vu de façon optionnelle. Et dans les différents échanges, on a pu remettre une note et qui progressivement a été saisie par la CTI, mais aussi par les établissements qui ont des bonnes pratiques dans ce domaine-là. Et c'est devenu maintenant un critère majeur, donc j'en suis ravi. C'est devenu un critère majeur pour l'ensemble des formations. Donc à partir de 2022, sur le référentiel de la CTI, le numérique responsable, notamment l'éco-conception des services numériques, sera dans le tronc commun des critères majeurs de la CTI. Bien sûr, pas le même niveau d'expertise et le même niveau d'exigence que si vous formez des ingénieurs informaticiens, que si vous formez des ingénieurs chimistes ou des ingénieurs biologistes, mais ça veut dire qu'en fait, il y a une véritable prise de conscience et que les établissements formant les ingénieurs doivent insuffler des bonnes pratiques en termes d'éco-conception numérique, au même titre que la RSE au sens large. Voilà. Donc, il y a une vraie mobilisation massive sur cet écosystème. On en est très heureux et il faut continuer à insuffler cette accélération pour qu'on puisse limiter au maximum les impacts du numérique sur l'écosystème. Et pour pouvoir avancer sur ce sujet, je suis très heureux de pouvoir vous annoncer la poursuite de notre chaire d'enseignement en Green IT et Internet des objets en une chaire de numérique responsable pour pouvoir justement, sur les 4-5 ans à venir, continuer à renforcer les bonnes pratiques en termes d'éco-conception des services numériques en intégrant un nouveau paramètre qui nous paraît aujourd'hui essentiel, qui est la prise de conscience des impacts humains du numérique d'une façon générale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le numérique n'a pas uniquement un impact environnemental, il a un impact sociétal et un impact social. Et donc, c'est extrêmement important qu'il soit le plus inclusif possible et qu'il ait aujourd'hui une approche la plus responsable possible. Et donc, on a pour vocation, à travers cette nouvelle chaire qui s'inscrit dans la continuité, de vraiment insuffler des bonnes pratiques sur un plan de vue éco-conception services numériques et des bonnes pratiques liées aux impacts multiples du numérique pour que, à la fois les politiques, les organisations et les entreprises puissent intégrer ces quelques bonnes pratiques modestement dans leur dynamique et puissent avoir un impact positif sur leur environnement. 3 axes sur cette chaire. Le premier axe, comme vous l'avez bien compris, c'est la gouvernance et la stratégie. C'est vraiment un élément, c'est-à-dire qu'il faut que le numérique responsable, au même titre que la RSE, au même titre que la cybersécurité, soit intégré dans cette gouvernance, elle soit pensée au plus haut niveau et qu'elle s'infuse dans toutes les strates de l'entreprise. Il faut aussi qu'on puisse développer des technologies et des services numériques responsables. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, il y a une vraie dynamique qui est en cours, il faut la soutenir et l'accélérer.
Il faut que vraiment, dans ces développements, dès le début, on prenne en compte l'ensemble de ces enjeux. L'éthique doit en faire partie, la protection des données personnelles, c'est un vrai sujet aujourd'hui. Et bien sûr, continuer à sensibiliser, à faire savoir et à faire connaître l'importance du numérique responsable dans notre société. Et donc, ça va se décliner à travers toutes les actions qu'on a pu faire jusqu'à présent. Si on peut avancer un petit cran sur la dernière diapo. Hop. J'ai plus la main. C'est figé. Oui, Christophe, on a un petit problème technique. J'ai plus la main. Ah si, ça y est, c'est revenu. Voilà, ça y est, c'est bon. Ça revient. Voilà, donc du coup, avec comme objectif derrière cette chaire, et on en est très heureux de la lancer aujourd'hui, le premier, c'est de continuer à former et à accompagner les étudiants et les entreprises. Ça, c'est vraiment un élément important, et vous le verrez tout à l'heure dans une des conférences. Il faut absolument monter en compétence sur ces sujets. Il faut renforcer la recherche fondamentale et appliquée dans le domaine. Donc, en continuant à aller chercher des nouvelles pratiques, à partager ces bonnes pratiques à travers la communauté scientifique et aussi créer des nouvelles connaissances. On a encore des choses à analyser, on a encore des choses à faire progresser et derrière, être capable de proposer ces solutions durables qui vont répondre concrètement aux problématiques du numérique responsable, tout en intégrant, ça c'est un élément important, les impacts humains que le numérique a sur l'environnement. Et donc, on va le faire autour d'un programme qui est en cours d'élaboration, mais qui va contenir un ensemble de colloques, de défis, de conférences, bien sûr, de formations, de sensibilisation, d'ateliers de réflexion autour de ces thématiques et aussi soutenir l'activité de recherche à travers des bourses, des thèses et des projets de recherche en tant que tels. Et l'intérêt aussi de cette chaire, c'est qu'elle va essayer de fédérer l'ensemble de l'écosystème auquel nous sommes. Il y a de nombreuses bonnes pratiques qui sont faites un petit peu partout. Et l'idée, c'est d'essayer de regrouper tout cela et de le faire savoir. Voilà. Donc, j'en suis vraiment très heureux. Je ne parle pas plus longtemps parce que j'ai déjà pris largement autant de mon quota. Je laisse place maintenant aux trois conférenciers avec une phase d'échange et de table ronde avec vous, avec des beaux sujets et que j'espère extrêmement riches. Je vous souhaite vraiment une très belle après-midi et je vous dis à très bientôt. Merci. Merci, Monsieur Rouvray, pour votre intervention sur justement la structuration de l'école ESEP vis-à-vis du numérique responsable et sa volonté justement à dynamiser et à pousser à cette envie d'être plus éco-conçu au niveau du numérique. Maintenant, nous allons accueillir Monsieur Raphaël Guastavi, chef de service éco-conception et économie circulaire au niveau de l'ADEME. Vous allez donc aborder aujourd'hui la thématique des enjeux généraux de l'éco-conception numérique au niveau des entreprises. Est-ce que j'ai l'autorisation d'enlever le masque? Merci. Ce sera plus facile pour vous de m'entendre et pour moi de parler. Merci d'être présente. C'est le créneau le plus difficile, c'est le début d'après-midi, la digestion, c'est pas facile pour nous plus. On va essayer de dynamiser un petit peu tout ça. Donc effectivement, je m'occupe à l'ADEME, je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse l'ADEME, en deux mots, l'Agence de la transition écologique. On a des compétences sur tous les sujets de l'environnement quasiment, en gros, sauf l'eau. Je résume très grossièrement, mais c'est un peu ça. Et donc nous accompagnons à la fois les pouvoirs publics pour construire des textes de loi, les plus intelligents qu'ils soient, les plus applicables qu'ils soient. Pas toujours réussi, on essaye. Et surtout d'accompagner les entreprises et les collectivités pour faire mieux. Et pour faire mieux, il faut d'abord connaître et avoir les outils pour réaliser. C'est un petit peu ce que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui sur le domaine du numérique. Parce que le numérique, on en fait tous aujourd'hui, on en a tous dans votre poche, sur votre table, c'est effectivement vos smartphones, vos ordinateurs, vos services numériques, les réseaux sociaux, pour se divertir, pour travailler, pour se cultiver. Aujourd'hui, tout est numérisé. L'idée, c'est de se dire, il y a un impact, oui ou non? En réalité, oui. C'est bien plus que des services dits dématérialisés, et c'est bien tout le problème. Donc, cette prise de conscience justement sur les impacts environnementaux du numérique, elle est relativement récente. Parce que justement, jusqu'à présent, c'était le numérique,
c'est dématérialisé. Dématérialisé, c'est génial, on ne voit pas, il n'y a pas d'impact. C'est on fait moins de papier, c'est top. C'est un peu plus complexe que ça. Et puis en plus, tout est dans le cloud. Alors le cloud, c'est quoi? C'est un nuage. Un nuage, c'est vraiment aucun impact. Un nuage, c'est vaporeux, on ne le sent pas, on ne le voit pas. Et en réalité, le cloud, c'est un peu plus complexe. Donc, une prise de conscience récente, mais de l'ensemble de la société. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on a à la fois le consommateur qui commence à se dire tiens, il y a peut-être quelque chose derrière. C'est les entreprises qui, quand même, constatent que ce qu'ils font, quand je parle d'entreprise, c'est les GAFAM, c'est toutes les entreprises du numérique qui commencent à prendre cette conscience. Et puis, c'est les pouvoirs publics qui, là aussi, se réveillent finalement assez récemment, depuis 2-3 ans, dire il y a peut-être quelque chose à faire pour réglementer un peu cette jungle autour du numérique. L'idée, c'est de mettre en place des outils de sensibilisation, un petit peu ce que je vais essayer de faire aujourd'hui en vous parlant de ces impacts. On a réalisé une campagne de communication grand public. Il n'y a plus personne. Le PowerPoint sera mis à disposition. Oui. Donc, il y a le lien là, dans ce PowerPoint. On vient de lancer donc, cette campagne de sensibilisation au grand public, en essayant d'utiliser aussi des codes qui ne soient pas des codes trop vieillots pour parler des impacts du numérique. Donc, je vous inviterai à aller regarder ça après la présentation, après les présentations. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a encore, malgré toute cette prise de conscience récente, des messages contradictoires. Parce que d'un côté, vous allez avoir Google qui va vous dire on est neutre en carbone, Apple qui va vous dire on fait des Mac en aluminium recyclé. En même temps, il y a Google qui va vous dire utilisez nos services et Apple qui va vous dire achetez nos smartphones. Donc on a quand même encore cette contradiction aujourd'hui entre la prise de conscience et la réalité économique et marketing. On a besoin de données pour travailler justement sur la connaissance des impacts environnementaux. Ces bases de données, aujourd'hui, elles ne sont pas spécialement publiques, elles ne sont pas spécialement ouvertes. Les entreprises vont vous dire on n'a pas les données, en réalité, ils les ont, mais ils ne veulent pas les ouvrir. Donc, c'est aussi ce côté open source qui a développé. Et puis, les critiques de façon un peu générale, des lois qui vont sortir, des mises en place de stratégies, et on aura toujours des personnes, quelles qu'elles soient, et notamment relayées par les réseaux sociaux, donc ça c'est drôle, pour dire que finalement on n'en fait jamais assez. Donc ça peut être contre-productif le on n'en fait jamais assez. Et puis des moyens pas toujours suffisants ou pas à la hauteur des enjeux, c'est une réalité. Vous avez des moyens énormes pour développer des services numériques, c'est les milliards qui dorment chez de nouveau Google ou Apple. Et c'est les quelques subsides, notamment publics, qu'on essaye d'avoir pour travailler sur notamment l'éco-conception numérique. Donc la balance n'est pas très bien équilibrée aujourd'hui. Donc ça c'est la campagne de com dont je parlais. Je vous inviterai à aller regarder si vous ne la connaissez pas déjà. Je suis sûr que vous la connaissez tous, bien sûr. Donc sur lequel on essaye justement d'apporter des messages grand public sur les impacts de nos appareils, sur les impacts de nos usages, et de donner quelques tips, quelques gestes un petit peu pour éviter, en tout cas diminuer cet impact à une échelle personnelle. Alors, pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, et notamment cette question de la connaissance des impacts environnementaux numériques. Comment faire pour calculer, pour connaître ces impacts? Donc, comme je disais, il ne faut pas se limiter à l'arbre qui cache la forêt. Et donc, il est nécessaire d'aller sur notamment ce qu'on appelle les principes de regarder le cycle de vie des produits et en l'occurrence des services numériques. Le cycle de vie, c'est de prendre, je vais mettre un peu plus grand, toutes les étapes nécessaires à la construction d'un produit ou d'un service, qui commence par la conception et notamment pour les matériaux d'extraction des matières premières, de l'énergie et des matières nécessaires pour produire de l'énergie, pour aller chercher les matières dans les ressources naturelles, dans les mines, et pour transformer ces matières en matériaux qui pourront rentrer ensuite dans un cycle de fabrication, donc au niveau des usines, qui seront ensuite distribués
acheté et utilisé par les consommateurs, par les entreprises, par les collectivités, par toutes les cibles. Et à la fin de cette utilisation, on va avoir une fin de vie. Alors, dans le pire des cas, une élimination sous forme de destruction, mise en décharge ou incinération. Alors, en France, on a encore aujourd'hui à peu près 50% d'incinération et 30% de mise en décharge pour les ordures ménagères. Et dans le meilleur des cas, ça va être redirigé vers le recyclage. Et pour ça, il faut participer activement pour tout ce qui est collecte CEPA. Donc ça, c'est l'ensemble du cycle de vie. Donc il s'agit bien de regarder tout le spectre du numérique sur l'ensemble de ces étapes et de le faire pour les services numériques sur l'ensemble de ce qui est nécessaire. Et donc, ne pas seulement regarder les terminaux, téléviseurs, smartphones, ordinateurs portables, objets connectés, enfin, bref, tout ce que vous touchez et qui va vous permettre d'accéder à ce service numérique. Il faut regarder également toute la partie serveur, la partie data center, donc le fameux cloud, et les réseaux de télécommunications. Donc sur l'ensemble de ces briques, regardez tout le cycle de vie et de regarder tout cela sous une approche multicritère. On entend beaucoup parler d'émissions de gaz à effet de serre, c'est hyper important, il s'agit vraiment de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les consommations de ressources, il y a la question de la consommation dans les ressources d'eau, de matière et de tout ce qui est nécessaire. Vous avez également tout ce qui est lié à la production et à la consommation d'électricité. On consomme de l'électricité en France, on consomme notamment du nucléaire. Donc derrière, il y a des implications en termes de déchets nucléaires et de radiation ionisante. Vous avez des indicateurs autour de l'acidification, autour de l'eutrophilisation, et puis des indicateurs qui sont plus spécifiques à la matière. Donc ça, c'est pour les éléments de méthode qu'il a fallu mettre en place pour pouvoir faire une étude qu'on a réalisée avec l'ARCEP. Donc l'ARCEP, je pense que c'est bon, c'est l'autorité de régulation des télécoms. En gros, ceux qui sont les gendarmes, notamment des fournisseurs d'accès à Internet. Et donc cette étude que nous venons de réaliser a permis, grâce à cette méthode que je viens d'expliquer, de mesurer quel est notamment l'impact environnemental du numérique, qui représente 17 millions de tonnes équivalent CO2 émis par an par la France, à cause de notre utilisation du numérique en France. Et ça, c'est par an. Donc ça représente seulement 2,5% de l'empreinte carbone de la France, qui est à peu près l'équivalent du secteur des déchets, par exemple. Le problème, et c'est ce qui a été dit en introduction, c'est que ce chiffre, il ne va pas se stabiliser si on ne fait pas d'efforts, notamment de sobriété numérique. Vu la numérisation de notre société, la transformation numérique des entreprises, des collectivités, comme de tous, c'est un chiffre qui va être en constante augmentation, qui risque d'être en constante augmentation. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder sur les différentes parties quelles sont les principales parties impactantes en matière d'émissions de gaz à effet de serre. C'est à 78%, enfin 79% les terminaux. Donc nos terminaux, ceux qu'on touche directement, donc ordinateur, téléphone, tablette, c'est ce qui représente vraiment plus des 3/4 de l'empreinte carbone. On a une partie sur les réseaux. Alors, vous savez, les réseaux, on parle beaucoup aujourd'hui de la 5G, quel va être l'impact environnemental de la 5G. Typiquement, c'est aussi une des possibilités d'augmentation de l'impact du numérique. C'est au travers des réseaux et des centres de données, donc les data centers qui représentent un peu moins de 20% de l'empreinte carbone. Et là aussi, avec potentiellement une forte augmentation. C'est un secteur, les data centers, qui est en croissance de 30 à 40% par an en termes d'augmentation de taille en France. Donc, pourquoi on a besoin de plus en plus de data centers? C'est parce qu'on a des usages de plus en plus nombreux. Typiquement, quand vous aurez plus la 5G sur votre smartphone, grande chance que vous fassiez passer des flux de plus en plus importants, notamment en termes de vidéo. Et ces flux, ils vont être absorbés notamment par les data centers.
Donc, on parlait tout à l'heure de cycle de vie, hein, vous avez vu les différentes étapes. Quelles sont les étapes les plus impactantes? On va dire un truc super beau là. Donc, quelle est l'étape la plus finalement prépondérante dans cet impact environnemental? C'est la phase de fabrication. Fabrication qui est proche de 80% de l'étape vraiment prépondérante dans l'impact environnemental de notre matériel. En grande partie, parce que ce matériel, il n'est pas construit en France, il est plutôt construit en Chine ou en Asie du Sud-Est de façon générale, et que ce pays a un mix énergétique. Alors, le mix énergétique, c'est en gros de quoi est composée l'électricité nécessaire. C'est beaucoup à base de charbon. Donc forcément, c'est beaucoup plus émetteur de gaz à effet de serre, mais aussi parce que les matières à extraire et qui nécessitent du coup la fabrication nécessitent beaucoup d'énergie pour tout l'impact environnemental. La phase d'utilisation, c'est 20%. Donc ça correspond à l'utilisation aujourd'hui en France des équipements, donc de l'électricité nécessaire. La phase de distribution, vous voyez, c'est l'épaisseur du trait. En gros, ça veut dire que la vraie problématique, elle est sur la fabrication et sur l'utilisation, et pas finalement la distance à laquelle on a cette fabrication. Donc les autres indicateurs environnementaux, donc tout ce qui est consommation énergétique et qui prend en compte la nécessité d'avoir des ressources naturelles pour produire de l'énergie, notamment des énergies fossiles, dans ces pays justement où sont fabriqués nos terminaux. C'est 10% de la consommation électrique française, derrière des impacts donc, en termes à la fois disponibilité de la ressource électrique, parce qu'à un moment donné, ça peut aussi être en concurrence avec des besoins électriques. Dit autrement, si on a une très forte augmentation du nombre de data centers qui consomment de l'énergie, très fortement, on peut avoir des difficultés d'approvisionnement pour d'autres usages, par exemple les hôpitaux. C'est vrai que c'est beaucoup moins important les hôpitaux que de regarder des vidéos de petits chats. L'épuisement des ressources naturelles, donc ça c'est quelque chose aussi vraiment notable, qui est à peu près 30% de l'impact environnemental du numérique. Cet épuisement des ressources, on ne le voit pas vraiment au quotidien. On commence à en parler. Vous avez vu, c'est difficile d'acheter une PS5 ou une Xbox parce que justement, il y a une crise sur les matériaux, notamment semi-conducteurs. Donc, quand il y a une offre qui dépasse, enfin, quand il y a une demande qui dépasse l'offre, c'est compliqué. Et les conséquences, c'est ça. Et ça, on ne le voit pas parce que ça, c'est des mines et toute la pollution qui en résulte derrière et en termes de perte de biodiversité notamment, ça ne se passe pas en France, ça va se passer en Chine, en Amérique du Sud, en Afrique, où effectivement on a cette exploitation, cette surexploitation des ressources naturelles. Un habitant français, enfin un habitant en France, pardon, par an, à cause du numérique, consomme à peu près 1 tonne de matière. On ne les voit pas, cette tonne de matière. Nous, on a juste 150 grammes de smartphone dans la poche. Mais en réalité, c'est 1 tonne de matière qui est mobilisée pour qu'on puisse accéder à ces services numériques. Donc, par habitant et par an. Et une production de déchets qui est de l'ordre de 20 millions de tonnes, là aussi par an, liée à cette utilisation des services numériques. 20 millions de tonnes, c'est juste énormissime. C'est bien plus important que ce qu'on met réellement dans notre poubelle. Mais là aussi, c'est sur l'ensemble du cycle de vie. C'est tous les déchets qui sont générés de la fabrication jusqu'à ce qu'on met dans nos poches et qui finira peut-être dans une poubelle et j'espère dans la bonne, celle pour le recyclage. Au niveau de timing, est-ce qu'on attend ? Encore une dizaine de minutes. Et j'ai une question, donc justement, je peux prendre maintenant ou plus tard. Sur le recyclage, à la fin. Ouais. On fait des questions à la fin. Ouais, c'est plus facile. Donc, la problématique de la disponibilité des ressources, on va parler de matériaux critiques. Ces matériaux critiques, donc, qui servent au numérique,
mais ils servent aussi à plein d'autres choses. Et donc, derrière, il y a des problématiques. On ne va pas rentrer dans le détail pour venir dans les questions, mais aussi géopolitiques, stratégiques, de dépendance de matériaux par rapport à certains pays qui ont la main mise justement sur certaines ressources et qui ont tout fait pour l'avoir. Si je résume de façon très globale, en gros, vous avez les États-Unis qui ont travaillé beaucoup sur la fourniture de services et notre dépendance à leurs services. C'est les GAFAM. Ils ont fait leur richesse grâce à nos données. Et vous avez d'un autre côté de la planète, plutôt à l'est, plutôt en Chine, un travail sur la mainmise sur les matières, la fabrication et les ressources naturelles. C'est la Chine. Donc nous, on est entre les deux, entre le marteau et l'enclume, avec du coup une dépendance d'un côté matérielle, côté Chine, et d'un côté une dépendance logicielle, on va dire, et données, côté ouest. Donc il va falloir trouver une place aussi, c'est votre place dans le futur, quand vous sortirez de l'école, c'est de savoir se positionner par rapport à ça, et savoir travailler justement où placer, comment faire en sorte qu'on puisse retrouver une forme de souveraineté sur ce sujet, qui est quand même le sujet de demain, le sujet que vous avez choisi. L'Union européenne a fait un gros travail justement pour recenser les matières critiques, et sur la trentaine de matières critiques qu'ils ont pu relever, il y en a 12 qui concernent spécifiquement le numérique. Donc il y a vraiment un enjeu très très fort sur la question des matières. Donc les limites du recyclage, alors je vais peut-être répondre à la question par ce biais. Effectivement, le recyclage, on pourrait se dire, c'est l'enjeu de pouvoir récupérer des matières grâce à nos déchets électroniques. Le problème, c'est qu'il y a forcément des limites importantes. D'une part, en termes de quantité disponible. Aujourd'hui, on a 60 millions de smartphones en fonctionnement, en opérationnel en France, et il y a une vente annuelle de 25 millions de smartphones. Donc, un renouvellement qui est quand même très rapide, et du coup, ça c'est juste pour la France, vous imaginez au niveau mondial. Donc, des demandes de façon générale sur les produits électroniques qui sont très élevées par rapport à l'offre et à les possibilités vraiment de récupération de matière. En plus de ça, on a des appareils qui sont de plus en plus miniaturisés, de plus en plus technologiques, donc avec de plus en plus d'alliages, de plus en plus de... vous voyez tous, des batteries qui sont soudées à la mémoire, tout est imbriqué, et du coup ça rend le recyclage beaucoup plus complexe, difficile et cher. Cher notamment par rapport aux matières premières, et là on revient à la question géopolitique, parce que justement les matières premières sont vendues très peu chères par rapport à leur coût environnemental et social. Donc, il y a des limites au recyclage. Bien entendu, il faut continuer à travailler sur ce sujet, mais le recyclage ne suffira jamais à remplir, aujourd'hui en tout cas, la demande en termes de matière. Donc l'impact environnemental des terminaux, comme je disais, elle est super importante sur tous les impacts qu'on a pu mesurer. Et avec notamment une catégorie qui ressort du lot, c'est la catégorie écran et matériel audiovisuel, qui emporte la majorité des impacts. Et ce que cette étude montre, c'est notamment la place des téléviseurs. Alors c'est vrai que quand on parle d'impact numérique, souvent on pense au smartphone, le genre emblématique du secteur. Mais en réalité, les téléviseurs qui sont tous connectés aujourd'hui ont beaucoup plus d'impact. Tout simplement parce que c'est plus difficile de mettre un téléviseur dans sa poche. Ils sont beaucoup plus grands et donc ils demandent beaucoup plus de matière. Et de fait, ils sont beaucoup plus impactants même que les smartphones. Heureusement, on ne change pas de téléviseur tous les 2 ans alors qu'on le fait pour les smartphones, ce qui fait d'ailleurs qu'il y a un impact qui n'est pas quand même négligeable. Les centres de données, donc c'est 4 à 20% de l'impact environnemental en fonction de l'indicateur qu'on regarde, avec notamment toute la partie serveur dans le data center, parce que le data center, ce n'est jamais qu'une grosse coquille qui est refroidie, et à l'intérieur, on a des serveurs, donc des baies qui doivent être refroidis, dont l'efficacité énergétique augmente, mais dans lesquels on peut avoir quand même
des vieux bousins qui tournent pour pas grand-chose, c'est-à-dire des vieilles données dont personne ne connaît l'existence. C'est du vécu. J'ai déjà posé la question à des fournisseurs de données et qui savent qu'ils ont dans un coin des serveurs qui tournent avec des propriétaires de type banque ou ce genre de choses, avec des données qui ont des dizaines d'années et qui ne servent à personne. Et pourtant, ben, ça tourne, ça consomme de l'énergie, comme ce sont plus des vieux modèles, ça consomme beaucoup d'énergie, qui nécessite beaucoup d'énergie pour les refroidir. Donc il y a une vraie question autour des data centers et notamment de leur efficacité. Enfin, les réseaux. Donc les réseaux, pour l'instant, c'est ce qu'il y a de moins impactant quand on regarde les grands axes. Moins impactant, mais avec quand même une réalité, c'est que ces réseaux vont être de plus en plus consommateurs d'énergie, comme je disais, parce que de plus en plus sollicités, avec de plus en plus notamment de transfert de données. On ne va pas en revenir au télégraphe de Litvik, mais c'est vrai que là, du coup, il y avait beaucoup moins de consommation d'énergie. Ça va peut-être poser aussi la question des low-tech, mais ça, c'est encore un autre débat. Alors, quelques leviers pour finir, parce que là, c'est bien beau de faire le constat, après, il faut agir pour réduire. Donc, quelques éléments de base, c'est déjà réduire tout ce qui est perte. Donc, traiter les fuites, c'est-à-dire tout ce qui est inutile. Enfin, voilà, bannir le jetable et le dispersif inutile. Typiquement, on parle beaucoup d'objets connectés qui vont être permis par la 5G notamment. Est-ce que la litière connectée est vraiment l'objet dont vous avez besoin demain? Ça fait partie des objets qui sont aujourd'hui proposés sur le marché. Donc on voit bien qu'il y a quelque part de l'inutile. C'est optimiser le système de gestion des déchets, donc c'est ce dont je parlais tout à l'heure, sur la partie fin de vie. On a à peu près, c'est difficile à estimer exactement, mais 100 millions de smartphones qui dorment dans les tiroirs des Français. Alors, pourquoi ils dorment dans les tiroirs des Français? On peut se poser la question, mais c'est surtout, on a beaucoup d'objets qui sont inutilisés et qui ne sont pas valorisés comme ils pourraient l'être. La collecte des smartphones, globalement, c'est 15% des déchets qui sont recyclés, alors qu'on a vraiment du gisement. Et puis après, c'est le concept de low-tech. Concevoir des produits plus simples, donc de basse technologie. Ça ne veut pas dire retourner forcément au moulin à café de grand-mère, encore que pourquoi pas, c'est sympa et c'est décoratif, mais il s'agit de réfléchir aux besoins et de faire en sorte que la solution qui répond aux besoins ne soit pas surdimensionnée d'un point de vue technologique. Et on n'a pas toujours besoin d'un service numérique pour répondre aux besoins. C'est plutôt ça le message. C'est donc réduire également la vitesse des cycles de renouvellement. C'est pas parce qu'il y a le dernier iPhone qui vient de sortir qu'on est obligé de l'acheter, parce que finalement, à part la couleur, il n'y a pas forcément grand-chose qui change par rapport à la génération précédente. Là aussi, c'est du vécu. Hein. J'ai voulu changer une batterie d'iPhone 5 à la FNAC, on m'a regardé avec des gros yeux, mais pourquoi? Parce qu'il marche encore, je veux changer la batterie, mais pourquoi? Pourquoi vous prenez? Bon, elle finit par me dire qu'elle a craqué sur le dernier iPhone parce qu'il est tout noir. Donc il y a une vraie question quand même autour de cette notion de cycle de renouvellement. 80% des téléphones qui sont changés, en fait, fonctionnent. C'est pas parce qu'on les change parce que l'ancien ne fonctionne plus, c'est juste parce qu'on a envie de les changer. Rendre les objets réparables, réutilisables, durables. C'est les principes, par exemple, de l'indice de réparabilité. C'est une question de choix. C'est une notion changer une notion de désirabilité. Alors là, je parle pour moi, old is beautiful. Évidemment, c'est la mode du vintage, tout ça. En fait, c'est ça. C'est pas se représenter quelque chose de nécessaire parce que c'est nouveau et donc c'est nouveau. Et donc ça, il s'agit plutôt de jouer sur le marketing. Et puis, c'est la valorisation aussi des métiers plus manuels qui se spécialisent, qui deviennent de plus en plus technologiques. Et donc là, c'est un effort plutôt autour de la formation à avoir pour développer des réseaux, notamment de réparateurs, et pas qu'on vous annonce aussi un prix de réparation qui soit le double du prix du neuf, parce que forcément, ça sera plus difficile à faire passer.
En tant qu'utilisateur, au quotidien, donc c'est avoir conscience de tout ça. Donc, on a fait des études, notamment sur les Français et leur réparation. On a seulement un tiers des Français qui font réparer ou qui cherchent à faire réparer des objets qui tombent en panne. De façon générale, pas que sur le numérique, mais ça montre qu'il y a encore des efforts à faire en termes d'actes à la fois citoyens et consommateurs. Et puis, on a créé l'indice de réparabilité qui, pour l'instant, porte sur, alors pour le numérique, sur les ordinateurs portables, les télés et les smartphones. Également pour les machines à laver Hublot et les tondeuses à gazon électrique, qui ont un peu sur tous les secteurs, qui peuvent être connectées, hein, les tondeuses à gazon et autonomes. Donc voilà, qui deviennent des objets connectés, on en revient sur le numérique. Donc voilà, chercher à amener les gens à acheter des appareils les plus réparables et faire en sorte qu'ils soient réparés. C'est également démachiniser les services. Hein, on connaît tous maintenant les caisses automatiques. Alors la question c'est, est-ce que les caisses automatiques c'est plus sympa que le sourire d'une caissière? Voilà, on peut se poser la question. Et puis c'est reprendre aussi le temps d'une vie sans écran. Est-ce que c'est mieux de jouer au foot en vrai avec des potes ou faire une partie de FIFA? On peut faire les deux. On peut faire les deux, mais voilà, c'est important de faire en sorte qu'on ne soit plus, qu'on ne soit pas plus connecté, parce que derrière, il y a aussi d'autres impacts humains et de santé, mine de rien. Donc voilà, il s'agit d'être plus sobre en fait dans notre rapport au numérique, en tant qu'utilisateur, en tant que concepteur, en tant que fabricant. Tout le monde a son rôle à jouer pour faire en sorte que le numérique soit soutenable et plus sobre. Et pour en savoir plus, donc j'ai mis quelques liens vers des documents de l'agence. Donc, conférence de presse qu'on a fait avec l'ARCEP mi-janvier, la campagne autour de l'allongement de la durée d'usage des produits et du numérique responsable. Donc ça, je vous invite à regarder. On a fait des petits clips de 30 secondes pour éco-conçus, avec, je tiens à le dire quand même, avec des images existantes, donc des images de stock. On n'est pas allé tourner de nouvelles images pour faire les clips. Et on les a fait dans une résolution la plus faible possible, tout en restant agréable à regarder. Donc, pas la peine d'avoir de la 4K sur un écran qui prend comme ça, parce qu'on ne verra pas la différence. Donc voilà, ça c'est important. On a également mis en place un MOOC qui est disponible pour tous et qui a différents niveaux pour justement aller de plus en plus loin sur cette approche d'éco-conception numérique. Et puis, un guide un peu général que vous pourrez diffuser dans vos familles, auprès de vos amis, sur ce sujet du numérique responsable. Et voilà, j'ai fini. On va faire les questions maintenant, intervention par intervention. D'abord, merci aux entreprises qui sont en ligne. Donc, j'ai 3 questions. Et donc, la première de Hassan de Procter & Gamble qui demande comment optimiser la consommation et la durabilité du matériel en service donc dans l'entreprise, Procter & Gamble ou les autres. Et la deuxième question, comment trouver les bonnes filières de recyclage facilement, identifier les filières de recyclage. Alors, je vais commencer par la plus facile. Sur toutes les filières de recyclage, en fait, il y a des éco-organismes, parce que tous les produits électriques et électroniques sont soumis à ce qu'on appelle une filière à responsabilité élargie aux producteurs, où chaque fabricant, finalement, fait partie d'un ensemble et a une obligation de recyclage en fait, du matériel en fin de vie. Et donc, ils sont représentés par des éco-organismes, écosystèmes et écologiques. Et donc, il suffit de les contacter et la prise en charge du matériel à recycler est gratuite et prise en charge par ces éco-organismes. Ça, c'est un point important. Et le premier point, c'était sur l'allongement de la durée d'usage des équipements. Et l'optimisation du matériel. Et l'optimisation. Alors là, évidemment, il faut regarder de façon plus proche de quoi il s'agit, parce qu'on va avoir une différence entre des ordinateurs de type bureautique qui peuvent vraiment durer longtemps, avec une maintenance régulière à la fois du logiciel et du matériel qui peut être upgradé avec des SSD, avec une augmentation de la mémoire, de faire en sorte qu'il y ait toujours cette adéquation entre les logiciels utilisés et la performance attendue du matériel. Si après c'est du matériel professionnel qui demande beaucoup de puissance de calcul, c'est encore différent.
Donc, ce qu'il faut, c'est regarder vraiment le bon équilibre entre la puissance et le logiciel. Quand on a besoin de faire du Word, on n'a pas besoin d'une date de source. Par contre, quand on doit faire de la PAO, là, on va avoir besoin de puissance et peut-être de plus de maintenance pour répondre aux besoins. N'hésitez pas en ligne à reposer des questions si vous voulez plus de précision. La dernière question, elle portait plus géopolitique. Vous avez parlé des matières premières, Raphaël, tout à l'heure, les batteries au lithium, alors pour le numérique, pour les voitures connectées, etc. Ne pensez-vous pas que ça peut induire des risques de guerre entre pays? Autant que le changement climatique. Autant que le changement climatique, on va avoir des changements climatiques, on va avoir des problématiques de réfugiés climatiques, des gens qui ne pourront pas habiter là où ils sont actuellement. Et donc, il faudra les recevoir et pas les jeter à coups de pied en disant là c'est chez moi et voilà. Donc ça c'est le problématique politique. On va avoir exactement la même chose sur ce que je disais, aujourd'hui la Chine achète des terrains en Amérique du Sud, en Afrique, pour garder le maximum de ressources. Et donc, tout l'enjeu, ça va être d'avoir des accords internationaux pour pouvoir continuer à avoir une consommation pérenne. Mais l'enjeu pour tous les pays, ça sera de le faire de façon raisonnée et donc de revenir sur ce principe de sobriété pour être moins dépendant des autres. Est-ce que vous avez des questions? Il y a une question. Oui, j'ai une question sur le recyclage. Ouais. Quand vous dites par exemple qu'il faut avantager par exemple de changer des pièces sur une télé par exemple, et que la pièce coûte aussi cher que d'acheter une télé. Et c'est là le souci, je pense, des principaux par exemple des entreprises comme Samsung, ou alors qui produisent des télés qui sont de moins en moins durables, avec une obsolescence programmée aussi. Ils font des télés de moins bonne qualité exprès pour Alors, la question de l'obsolescence programmée est complexe, parce qu'en réalité, il faut la prouver, l'obsolescence programmée. Elle est très difficile à prouver. Et je travaille avec Samsung, le discours, et je pense qu'ils le font mais avec Apple aussi, avec une vraie volonté de faire bien les choses. En réalité, l'obsolescence est bien souvent plus culturelle que programmée. Alors, si la télé tombe en panne dans les 2 ans, il y a la garantie qui s'applique. Donc là, il n'y a pas de question. Si la télé tombe en panne au bout de 10 ans, est-ce que c'est de l'obsolescence programmée ou est-ce que c'est une usure normale? En fait, on a fait différentes études qui montrent que notamment les téléviseurs, mais aussi les machines à laver, tout un tas de matériel, durent aussi longtemps qu'avant. Il n'y a pas réellement, c'est vraiment très compliqué de prouver qu'il y a une obsolescence programmée qui consisterait à dire je mets un transistor de mauvaise qualité pour que ça pète plus vite. Alors évidemment, on est aussi dans une problématique où chacun veut acheter un téléviseur pas cher. Donc c'est difficile d'avoir du pas cher et très bonne qualité en même temps. Hein. Moi j'aimerais bien acheter une très grande maison vraiment pas chère. Ça n'existe pas. Donc il y a cette problématique. Et par contre, la problématique réparation, elle est importante. Il y a un fonds réparation qui est en train d'être créé, notamment avec les éco-organismes, dont je parlais tout à l'heure. C'est une obligation de la loi économie circulaire de début 2020 de créer ce fonds réparation qui va venir financer justement une partie des réparations sur tous ces produits-là, pour baisser le prix de la réparation et faire en sorte que ce soit plus accessible et plus logique d'un point de vue économique pour ne pas avoir effectivement ce phénomène où la réparation coûte 2 fois le prix du neuf pendant le prix. Oui, j'ai une question par rapport du coup au retour à la sobriété numérique, mais même en général sur le thème de l'environnement, la sobriété en général. Est-ce que pour certaines entreprises, ça ne va pas entraîner certaines entreprises n'ont pas peur des conséquences économiques de ce retour à une sobriété? Oui, c'est une vraie question. On voit notamment dans le domaine du textile. Dans le domaine du textile, on a de plus en plus de marques qui s'engagent pour faire, vous devez le voir au quotidien, intègre du recyclé, green machin, green. Et c'est vrai, ils font des efforts sur la fabrication. Mais ils ne font pas d'efforts sur le modèle économique qui continue à viser de produire en quantité et de faire leur argent sur la masse. Et donc, tant qu'on est sur ce type de modèle qui vise avant tout la quantité
et donc faire de l'argent sur du volume, quitte à ce que ce soit des faibles marges, multipliées par des millions de produits, bah, ça leur fait des bénéfices énormes. Et donc, toute la question, c'est de revenir à plutôt une question de qualité, donc de faire comprendre aux consommateurs que ça vaut peut-être le coup d'acheter un peu plus cher un produit qui durera beaucoup plus longtemps, plutôt que pas cher et renouvelé très souvent. Sans ça, effectivement, on n'arrivera pas à cet équilibre qui permettra de faire en sorte que la sobriété soit économiquement viable. Et l'autre point, c'est qu'on a quand même des entreprises, notamment des distributeurs, je pense par exemple à la Fnac Darty, qui commencent à changer de leur fusil d'épaule sur le modèle économique et de développer, ils continuent à vendre des produits, mais ils se disent qu'à long terme, c'est plus la vente de produits qui sera bénéfique, ce sera le service. Et c'est pour ça qu'ils sont de plus en plus en train d'intégrer, typiquement, avec les Darty, ils ont acheté eFixit pour intégrer, absorber toute une activité de réparation directe auprès de leurs consommateurs. Parce qu'ils savent que le modèle de demain, il sera sur le service et plus forcément sur la vente du produit neuf. Ils développent aussi le reconditionnement, enfin voilà, c'est en train de changer. Ça se voit peut-être pas encore beaucoup, mais c'est vraiment en train de changer. Un peu comme les garagistes. Les garagistes ne sont pas du blé sur la vente de la voiture, hein. C'est sur l'entretien de la voiture. Vous parliez du fait que la France devrait un peu plus être indépendante vis-à-vis des GAFAM et de la Chine. Enfin, d'un côté, donc, dans les services, et de l'autre pour les matériaux. Mais on a un problème en France, c'est qu'on n'a pas les moyens de la Chine ni les moyens des États-Unis. Mais du coup, vous pensez à quels moyens, en fait, parce que la Chine a un moyen plutôt, justement, en termes de richesse du pays, et les États-Unis plutôt financiers. Et donc, par quels moyens, en fait, vous penseriez que eh bien, la France pourrait se détacher? Alors, parce que je suis un vieux machin, et à une époque, on disait en France, on n'a pas de pétrole, on a des îles. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Et c'est votre rôle, vous de trouver des idées pour trouver cet espace. Et on est en train de le trouver. Il y a quand même beaucoup de Français qui sont partis aux États-Unis pour développer les GAFAM. Siri, ça n'a pas été inventé par un Américain. C'est le docteur Julia, qui est un Français. On pourrait en citer plein. Vous avez cette capacité, on a cette capacité en France, effectivement, d'avoir de bons ingénieurs avec des idées. Par contre, malheureusement, on a un modèle économique en France qui n'est pas aussi libéral alors est-ce que c'est bien ou pas, ça c'est une autre question, et qui du coup freine peut-être un peu la réussite des entreprises. On aurait très bien pu avoir autant de licornes en France que aux États-Unis. On en a quelques-unes, mais voilà, elles ne sont pas encore toutes à fond. Donc, si on fait des courses de licornes, je ne suis pas sûr que notre gagne, mais le PMI des licornes, ça peut être sympa, c'est un concept. Il s'agit de garder en tout cas cette intelligence au maximum. Au niveau pouvoir public, de donner les effets leviers pour développer ces sujets. Et typiquement, sur le sujet de l'éco-conception numérique, on est plutôt en avance. Donc, sur ces sujets, déjà, on peut montrer la voie aux GAFAM. Dans les discussions que je peux avoir avec ces grands groupes, c'est qu'au niveau français, on est un peu, les irréductibles de Gaulois, de façon générale, mais on est observé comme étant un peu le laboratoire de ce qui pourrait être fait au niveau international sur ce sujet. Donc voilà, un des exemples, je suis sûr qu'il y en a plein d'autres. Il faut effectivement trouver cette place entre ces grandes masses est-ouest. Comme je disais, on est en train, le marteau est l'enclume, mais il y a beaucoup de choses qui sont en train de se développer à l'échelle européenne de façon générale, par des textes de loi, de la réglementation, et derrière de trouver une place pour assurer quelque part l'avenir du numérique.
Mais C'est prioritaire. oui, mais du coup, vous dites qu'on sera quand même toujours dépendant du matériel et des networks, simplement qu'on n'aura pas décidé. Enfin, du coup, on sera toujours dépendant. On est dans un marché qui est mondialisé de toute façon. Cette mondialisation, il faut l'assumer. Comme je disais, on a quand même aussi possibilité de s'affranchir de certains éléments si on réfléchit autrement sur l'utilisation de la durée de vie du matériel. Est-ce que c'est toujours nécessaire d'avoir des bêtes de compétition en termes de matériel par rapport aux besoins? Enfin, tout ça rentre en jeu. Mais oui, certainement que le consommateur, de façon générale, pendant quelques années, il sera encore bien dépendant des ressources qu'on a d'un côté et des services qu'on a de l'autre. Ça, c'est une réalité. Je pense que la question, c'est dans 20 ans, qu'est-ce qui en sait? Alors, j'ai une dernière question en ligne. Si vous avez d'autres questions à ça, je vous invite à les poser pour qu'on avance un peu après la fin de la conférence. On pourra échanger. Je lis la question parce qu'elle est technique. Beaucoup de personnes se sont lancées dans le minage de Bitcoin, laissant tourner des machines avec beaucoup de cartes graphiques. Comment réguler ce marché pour que les monnaies virtuelles soient green-friendly? Alors là, pour le coup, déjà la problématique l'impact environnemental de ce minage de Bitcoin. Oui, pardon. La caméra qui est là. Elle bouge pas. Le minage de Bitcoin a un impact environnemental parce que c'est là aussi fait dans des pays où l'énergie est carbonée. Donc ça, déjà, il y a un premier impact. On va lancer une étude cette année sur justement un peu de décrypter cet impact environnemental. La question de la régulation, elle est aujourd'hui quasiment impossible parce que c'est justement, tout repose sur un marché qui n'est pas régulé. Et à mon avis, qui n'est pas possible d'être régulé. C'est tout l'enjeu de Bitcoin, à moins de faire en sorte de mettre la pression sur toutes les entreprises qui acceptent d'être payées en Bitcoin, de dire vous arrêtez d'être payé en Bitcoin, en barre. Mais voilà, c'est tout le principe de ce marché financier parallèle, c'est qu'il est complètement dérégulé et complètement volatile aussi. Donc, s'il y a 10 ans, vous aviez acheté avec $100 des milliers de bitcoins, vous êtes riche, mais ça ne peut rien valoir demain. Très spécifique. Plus une question économique qu'une question environnementale. Merci Raphaël pour votre riche intervention qui a suscité Nous allons maintenant accueillir du coup Franck Pramoton, qui est membre de l'association des Fitness. Et donc, vous allez aborder plus la vision de l'entreprise, comment faire bouger les choses au sein des entreprises, et puis intégrer la dimension des risques également, qui est présente au niveau de chaque organisation et chaque entreprise pour accompagner les salariés aujourd'hui. Voilà, très bien. Et merci. Et puis, merci aussi à tous ces chiffres de l'ADEME qui résonnent, je pense, beaucoup pour ceux qui ont fait la fresque du numérique ce matin. Quelques petites explications. Les chiffres que vous aviez sur la fresque du numérique sont des chiffres, des éléments mondiaux, des extrapolations, des associations Shift Project au niveau mondial. Là, l'étude que vous présente, qui vous a été présentée, c'est vraiment une étude française avec l'ARCEP, des vrais chiffres enfin qui nous permettent de confirmer à la fois les grandes tendances et puis de voir les différences entre France et reste du monde. Donc, je suis Franck Pramoton. Alors, on parlait effectivement de la puissance des GAFA. Et ben, vous avez parmi les trois représentants deux repentis qui vont des GAFA, puisque moi-même j'ai travaillé pendant 30 ans pour Oracle dans la région. À intervenir sur les questions de sobriété numérique sans savoir, puisque j'intervenais quand les utilisateurs avaient mis toutes les cartes mémoire, tout ce qu'ils pouvaient comme carte CPU dans leurs ordinateurs, et qu'ils disaient, malgré tout, mon traitement ne passe pas. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, s'il vous plaît, pour arriver à faire passer le traitement informatique sur cet ordinateur?
Et j'interviens maintenant beaucoup en sensibilisation autour des travaux de l'association des Shifters et de l'association de Shift Project. Alors, Shift Project, c'est un laboratoire d'idées présidé notamment par Jean-Marc Jancovici, qui est une grande gueule avec qui fait un petit peu poil à gratter sur ces questions de décarbonation de l'économie. Un laboratoire d'idées qui veut proposer des pistes de solutions autour de la décarbonation de notre société. Et donc, il y a tout un tas d'éléments que je vais vous présenter qui sont tirés de ces conférences et de ces rapports, notamment la conférence sur la sobriété numérique. Je vais surveiller le temps parce que la conférence a tendance à durer un petit peu plus longtemps, donc je vais probablement zapper certaines parties. Avec, pour faire le lien avec ce qui se passe avant, les entreprises et le numérique unis pour le meilleur, et normalement il n'y avait pas de pire parce que c'était que de l'agilité, que du virtuel, il n'y avait que du bonheur, et on parlait de comment faire évoluer le monde. On peut voir le monde au travers de l'entreprise, des citoyens, de nous tous. Notre monde n'a cessé de s'accélérer depuis la révolution industrielle. Le petit nuage informatique autour de l'entreprise, il a en fait irradié l'ensemble de notre société. Et cette société n'a cessé d'accélérer, d'aller de plus en plus loin, de plus en plus vite, avec des entreprises qui sont obligées de gérer tout un écosystème autour d'elles, que ce soit des États, des investisseurs, des concurrents, attirer des nouveaux talents, et puis rester attractifs par rapport aux consommateurs. Donc tout ça, les entreprises, elles savent bien faire, et je vais baisser le masque d'ailleurs, ça ira mieux pour la respiration. Ces entreprises, elles savent bien faire déjà depuis très longtemps, sauf qu'il y a une chose qui débarque dans le paysage, c'est le changement climatique. Et le changement climatique, ce que disent tous les experts, toutes les personnes qui ont creusé un petit peu la question, c'est qu'on dit que le changement climatique, il a la possibilité de changer, de discuter, de bousculer l'ensemble de tous les acteurs. Donc même si je suis une entreprise qui se dit, moi, mon business model, changement climatique, je ne vois pas, je suis complètement en dehors de ce truc-là, le fait que tous les autres soient bouleversés par cela, ça peut être complètement disruptif. Un exemple réel de maintenant, j'ai une entreprise qui est prospère, qui se prend un incendie dans son entrepôt qui brûle et qui dit je vais faire fonctionner mon assurance perte d'exploitation. Eh bien, mon assurance perte d'exploitation, elle n'est pas régie par le code des assurances, elle dépend de la fiabilité de mon assureur. Si mon assureur, en même temps, il se prend des risques Covid, des arrêts de chaîne de production, des arrêts de l'industrie automobile, eh bien, j'ai des assureurs qui font des faillances, dont les contrats qui sont régis par le code des assurances sont pris en charge par des fonds. Mais si c'est ma perte d'exploitation ou mon entrepôt, j'ai beau peut-être avoir rien à voir, eh bien, mon assurance fait faillite et moi aussi je fais faillite. Donc, le réchauffement climatique, il a la possibilité de changer tout ce qui se passe. Et on parlait de réfugiés, on parlait de risques géostratégiques, on parlait de à partir de quand est-ce que les investisseurs vont retirer leurs billes d'un côté ou de l'autre, à partir de quand les gouvernements vont sortir de nouvelles lois. On ne peut pas négliger ça, et on ne peut pas négliger que le fait que le numérique, qui a permis une accélération énorme, risque aussi d'être sujet à des freins assez énormes. Et justement, numérique dans les nuages, non, pas du tout. Puisque le Shift Project déjà disait en 2019 qu'avec la transition bas carbone, que l'on s'adapte ou que l'on ne s'adapte pas, les bouleversements, ils sont inéluctables et en plus, ils ont le risque d'intervenir de manière chaotique, aléatoire. Donc, soit on essaie de se préparer à tout un ensemble de risques qui vont survenir, soit on s'y prépare pas, mais de toute façon, ils vont survenir. Alors, peut-être pas chez nous, mais chez nos sous-traitants, chez nos fournisseurs, chez nos clients, chez nos salariés. Et de toute façon, ça risque de nous impacter. Et plus précisément sur le domaine de l'informatique, dans ces 4 rapports sur la sobriété numérique, le Shift a dit à nouveau que chaque organisation devait prendre en compte la question
du numérique et de l'empreinte environnementale du numérique pour faire sa part dans la réduction qui est attendue. On doit baisser de 5% nos émissions de gaz à effet de serre. On ne peut pas se permettre de dire on doit prendre moins de douches, moins se chauffer, faire un effort sur la mobilité, dire en même temps on va faire plus de jeux et continuer à faire une croissance de 5 à 10% du secteur numérique. Et ça, c'est le chiffre, on peut dire, une association de chercheurs militants associatifs, mais Gartner, qu'on ne peut pas soupçonner d'être une association militante, hein. Gartner, juste il y a quelques jours, vient d'annoncer que les bilans carbone vont devenir le premier facteur de choix dans les achats de prestations de services en mode cloud. Donc, que de toute façon, cette question de l'empreinte environnementale des services numériques, elle devient un sujet pour les investisseurs, pour les entreprises. Et justement, on a parlé du numérique dans les nuages, tous ces petits mots là, sympas, l'informatique qui est green, l'informatique qui est dans les nuages. J'ai travaillé tellement longtemps pour cette informatique dans les nuages. Oui, je ne crois pas que tout ce qui est là derrière, ce soit franchement dans les nuages. Hein. Et que, en fait, on va faire un petit redescente sur Terre, c'est que l'économie, on a pu aussi penser que l'économie était juste dans les nuages, qu'elle dépensait juste en fait de monnaie, d'argent, qui pouvait tomber par hélicoptère, des banques centrales, qu'il suffisait d'avoir de l'argent, et qu'avec l'argent, la loi de l'offre d'argent, il n'était qu'une question d'argent pour pouvoir acheter des choses au prix de marché, d'avoir les marchés qui s'équilibrent, et que tout ça, ce ne soit que de l'argent. Ben non, le shift dans ces dernières études nous rappelle une réalité, c'est que l'économie, c'est des choses qui rentrent et des choses qui sortent, mais des choses concrètes, même si c'est un service, c'est quelque chose qui a un impact vraiment concret. Et si on reprend cela sous une autre forme, c'est vraiment de considérer qu'une économie, en dehors d'une économie strictement financière qu'on pourrait peut-être avoir dans l'univers du Bitcoin, et quand elle prend sa réalité qui vit avec des Bitcoins, je veux acheter quelque chose, ou que je veux à un moment racheter des Bitcoins, il va falloir que je fournisse de la matière et il va falloir que je recherche de la matière. Donc tout ça dans notre économie en vrai, pour qu'on vive, pour qu'on soit dans notre société, ben, il faut des choses qui rentrent, notamment matières premières, énergie, et pour sortir à la fin des déchets en fin de vie, des biens et des services, et aussi tout un tas d'externalités. Si on se focalise un peu plus sur le numérique là-dedans, ben, le numérique, lui aussi, il est vraiment dans cet environnement concret, et il a besoin de mètres cubes et de tonnes de terre. On a parlé du sac à dos écologique, hein, on a parlé de toute cette impact de la grosse Bertha là, qui fonctionne avec du gasoil pour aller chercher de plus en plus de métaux rares. Donc on a besoin de ces terres rares, on a besoin de les chercher de plus en plus profond, on en veut de plus en plus. Et puis on sait loin, on a besoin d'accords géostratégiques. Je rebondis, c'est qu'on n'a pas de pétrole, on a des idées. Une des idées de l'Union européenne, c'est de dire on va demander à ce qu'il y ait un gendarme international des mines pour nous garantir internationalement qu'on ait des accords pour qu'on puisse se partager l'exploitation des mines. République démocratique du Congo, on a 11 exploitations, 11 multinationales minières, 11 multinationales minières qui, sont détenues intégralement par la Chine. Donc, voilà, on a l'idée de dire on va créer un gendarme, on va proposer qu'il y ait un gendarme national pour réguler ce secteur-là. Donc, on voit bien que tout ça, c'est un petit peu problématique. Et cette économie concrète, après, elle nous permet, avec des emplois, avec de l'argent capitaliste, de ressortir des prestations de services, des logiciels, et d'avoir nos ordinateurs, nos services, nos écrans, avec des externalités qui sont les tonnes de CO2 et qu'est-ce qui va se passer avec le réchauffement climatique? C'est que ça va commencer à tomber. Ça va commencer à tomber. Et qui pensait il y a un an que le gaz, que l'électricité allait monter de 40%? Non, c'est 4% là encore pour quelques mois. On stabilise les prix. Mais ça commence comme ça va aller jusqu'où? Et puis si le gaz, effectivement, on a encore des troubles géopolitiques qui s'accentuent avec la Russie, que les apports de Russie s'arrêtent, il va aller jusqu'où le gaz? Et nos data centers qui sont dans les nuages, ils vont fonctionner comment à un moment
quand c'est l'hiver, qu'il n'y a pas de vent, que les éoliennes, les panneaux solaires, ça va tanguer, et il va bien falloir que les entreprises elles passent d'un modèle qui était c'est just money, c'est mes achats just in time, je suis un management juste de la chaîne de valeur au plus près, au nouveau modèle qu'on appelle le modèle just in case. Il va falloir passer à un modèle beaucoup plus de gestion de risques très aléatoires, mais qui vont nous amener sur une autre stratégie pour gérer justement la question du numérique. Parce que si on regarde le numérique, ça peut partir un peu dans tous les sens. Dans tous les sens, avec des vrais problèmes, on en parlait juste avant, d'approvisionnement. Qu'est-ce qui se passe si on se fâche avec la Chine pour avoir des métaux rares? Parce que ces métaux rares, non seulement on a besoin pour le numérique, on a besoin pour les batteries, on a besoin pour les éoliennes, on a besoin pour les moteurs électriques, on a besoin pour toute l'électrification. Et à chaque fois qu'on dit à la Chine, ce serait bien d'arrêter vos centrales à charbon, là, vous polluez. Si eux aussi se mettent à accélérer le mouvement pour arrêter leurs centrales à charbon, ils vont en avoir besoin des terres rares pour eux. C'est pour ça qu'ils ont sécurisé aussi. Donc, on s'aperçoit que penser sur un plan, je renouvelle mes PC, ma flotte de portables, je disais, j'ai ma femme avant, on avait un téléphone portable nouveau tous les 18 mois. C'était juste normal pour que chacun soit au niveau. Comment ça se passera dans une entreprise si on prévoit de toute façon que toute notre informatique, elle bouge comme ça et que je ne peux juste pas acheter de marché, ce n'est pas une histoire de prix, c'est que non, ils sont coincés, accords d'approvisionnement, où on bloque des licences logicielles, on ne peut pas les acheter. Pareil pour les questions d'obsolescence logicielle. S'il me faut la dernière version du Windows 13.8 et que pour ce Windows 13.8, il me faut des ordinateurs dernière génération avec la puce XYZ, et que ça, je ne peux pas les acheter. J'arrête mon entreprise. Comment est-ce que les investisseurs vont continuer à me donner de l'argent pour me développer si mon informatique elle est aussi fragile que ça? Comment est-ce que je vais gérer aussi mes data centers qui l'hiver font des gros calculs de fin de mois, de prévision annuelle, quand à un moment j'ai Électricité de France qui me dit moi l'électricité est trop chère, je bascule en tarif qui dit EJP, c'est-à-dire vous prenez à votre charge votre production d'électricité. Combien de temps est-ce qu'on va laisser les groupes électrogènes, des data centers démarrer quand il fait froid l'hiver? À partir de quand on va dire non, ils sont trop polluants les groupes, vous n'avez pas le droit de les allumer, sauf si vous vous occupez d'hébergement de données santé ou autre. Et puis si c'est des problèmes sur les portables, à partir de quand est-ce que mon entreprise qui fait des applications pour téléphone portable, elle ne sera pas mise en difficulté à n'avoir fait des applications que pour les dernières générations d'Android ou d'iPhone? Est-ce qu'à un moment, s'il y a des problèmes, je n'ai pas aussi un avantage compétitif à avoir des applications qui marchent sur des vieux téléphones, qui puissent marcher sur des trucs qu'on ressort du tiroir, de la hibernation, et qui, de miracle, remarchent plutôt que d'attendre un téléphone qui n'arrivera pas de Chine. Donc, on le voit, il y a vraiment énormément d'enjeux sans parler de tous les risques cyber, où à un moment, si on commence effectivement à se fâcher les uns des autres, on va peut-être s'envoyer sur la figure des bombes cybernétiques pour faire des petites disruptions, et avec des logiciels de plus en plus complexes, avec de plus en plus de portes, comment est-ce qu'on va gérer ça? Donc, c'est pour dire que on a parlé beaucoup de développement agile, mais l'agilité, elle est à concevoir devant nous, elle n'est pas inscrite dans les cours que vous avez actuellement. Et sans compter, je l'ai oublié, celle-là, l'écosystème, parce que même si je renforce effectivement, je muscle mon entreprise, qu'est-ce qui se passe avec mes fournisseurs, avec mes clients, si eux se musclent pas en même temps? Est-ce que moi, je peux continuer à fonctionner si mes fournisseurs sont victimes de cyberattaques ou sont fragilisés par rapport à ça? Eh bien, quelle solution? L'idée, c'est que nos systèmes d'information d'entreprise, et globalement d'entreprise, elles ont pris un peu trop de poids. On parle beaucoup d'agilité, il suffit de sortir sur Google, machin. On est agile, on trouve toutes les réponses. Sauf que les recommandations sont de revenir dans la salle de sport et puis de retourner à la pesée, reprendre un coach, de faire le tri dans ce qui est vraiment important, de parler avec ses utilisateurs de quels sont
style de vie, mes objectifs de vie dans l'entreprise, où vraiment le numérique, il doit être important, il doit faire l'objet d'une cure de jouvence. Quels sont ceux où c'est peut-être moins important, où je peux le laisser vivre. Mais globalement, ce que l'on est en train de dire, ce que vont devoir faire les entreprises qui se préparent à des chocs, qui veulent pouvoir réagir, c'est de repasser dans un modèle de remise en forme. Et remise en forme, et on en parlera après, ça va passer par une révolution des mentalités en termes de sensibilisation, d'accompagnement, de savoir choisir ses fournisseurs, savoir choisir des achats responsables, savoir reconstruire des grilles de lecture sur comment est-ce que j'ai tout un écosystème en amont, en aval qui va pouvoir survivre aux potentiels chocs qui vont intervenir sur la société et par ricochet sur le numérique derrière. Pouvoir absolument prévoir que mon entreprise elle puisse à nouveau réutiliser. On a combien d'entreprises qui, elles aussi, ont un parc informatique avec des ordinateurs qui dorment et qui auraient pu potentiellement être remis en circulation et retrouver des usages. On a combien d'applications qui pourraient, avec un petit peu d'effort, fonctionner aussi sur des vieux équipements plutôt que de juste être disponible sur le dernier OS machin truc. Donc on déparlera après justement de ces aspects, tout l'accompagnement des entreprises, mais il y a une révolution à faire. Et pas trop m'attarder dessus. L'idée, c'est qu'effectivement, il y a des objectifs. Pour ces objectifs, on arrête une stratégie, on la met en œuvre, on la pilote et on applique tout le monde. Et tout le monde pour dire, faut qu'on se bouge, faut qu'on arrête d'être complètement à machine avec notre informatique. Il faut qu'on prenne les devants sur des problèmes, qu'on fasse vraiment une remise en forme, une cure d'amaigrissement. Alors, je ne vais pas rentrer là-dedans. Il y a des dizaines et des dizaines de pages dans la littérature, que ce soit auprès du Green IT, du Shift Project, de l'INR, des programmes d'enseignement qui émergent aussi maintenant pour faire de vous des sachants sur ces sujets-là. On va voir peut-être juste quelques petites images. Mais c'est juste que ça, c'est la gestion. Effectivement, on a pris tellement de poids parce que nos piles logicielles. Vous vous souvenez, enfin, on a tous fait nos premiers programmes informatiques avec le programme qu'on appelait Hello World. Hein, avoir un programme qui pose une question et qui dise Salut Franck ou Bonjour le monde. Et quand on voit la taille, le nombre de piles, le nombre de composants qui sont embarqués dans ces logiciels, et que les couches agiles ont un petit peu encouragé en disant je prends toutes les meilleures couches de mozzarella, de choses pour faire mon sandwich, je prends tout ce qui est super cool, super efficace pour qu'en gros, en haut, j'ai juste à faire un petit peu l'assaisonnement. Mais ô combien je deviens fragile par rapport à chacune des couches, et même par rapport à la sécurité, le cauchemar, le nombre de portes d'entrée que j'achète par rapport à tous ces sandwichs. Oui, l'obésité, elle est là. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous voyez bien toutes les couches que vous embarquez. Et pareillement, là, les systèmes d'information. Heureusement qu'on a commencé à prendre des urbanistes, parce qu'il faut s'y repérer dans un système d'information, de savoir que si je change la version de l'OS et de la version de l'interface du système X, ça va avoir un impact là. Ah oui, mais là, j'ai un patch de sécurité en urgence à passer sur ce serveur qui me fait monter en version... comment est-ce qu'on est réactif dans ce modèle-là? On est devenu, les systèmes d'information d'entreprise sont vraiment devenus trop lourds pour pouvoir faire face à ce qui va tanguer dans les années qui viennent. Je vais très vite, le smart, le green, les cités connectées où tout est smart et tout est beau. Tout est smart et tout est beau. Et en fait, c'est juste de dire que d'un côté, ouais, c'est beau. Alors d'un côté, c'est beau si la ville connectée et le besoin connecté répond à un objectif de développement durable. Est-ce que vraiment, ce que je propose comme service, c'est quelque chose qui va aider la communauté à répondre aux enjeux de demain, ce qui n'est pas forcément le cas. Est-ce que ça s'inscrit dans la trajectoire de réduction des émissions, considérant que tous les objets que je fabrique, on a vu les grosses personnes, on a vu tout ce qu'il fallait comme matière pour les fabriquer. Et bien souvent, en fait, on ne présente dans l'équation économique que le bien d'usage
En plus, on a de l'électricité effectivement bas carbone. Regardez, ça ne consomme pas beaucoup d'électricité, ça n'a pas une eau. Mais seulement en analyse ACV, on se rend compte qu'il y a pas mal de choses qui ne répondent absolument pas à leurs promesses, surtout avec la nature humaine, de l'effet rebond, où on dit on va utiliser ça juste pour cette partie-là. Là, on veut déployer quelques petites antennes 5G, ça va permettre de réduire la facture de consommation, alors que derrière, on va déployer des usages qui vont démultiplier très largement, en fait, les consommations bien au-delà du cahier des charges initiales. Je ne passe pas trop de temps pour arriver vite à la fin et laisser la place à ma collègue. Donc, c'est les points principaux sur lesquels il faut travailler. Les questions d'obsolescence, de pouvoir distinguer les mises à jour évolutives et les mises à jour de sécurité. Là, il faut arrêter le modèle où à chaque fois que je veux me protéger contre une cyberattaque, je suis obligé de réembarquer tout le gros logiciel avec toutes ces mises à jour et de mettre à jour d'ailleurs tous les logiciels qui sont autour. Bon. Il y a 10 ans, enfin pendant longtemps, les éditeurs chez qui je travaillais et avec qui on collaborait avaient d'un côté la sécurité, de l'autre côté les mises à jour. Puis après, on va simplifier, on est tous dans le cloud et puis hop, on fait un paquet cadeau et puis les utilisateurs monteront bien pendant des machines plus puissantes. On peut plus se permettre de travailler comme ça. Et là, il y a aussi justement de belles opportunités. Travailler sur la durée de vie des équipements, on a bien insisté, puis sensibiliser, former, évoluer, avoir toute une trajectoire qui va être décrite. Dernier point, c'est effectivement la petite question, c'est de dire, mais est-ce que éco-conception et sécurité, c'est pas antinomique? Eh bien, en fait, ce qu'on sait, c'est que ce qui est simple, ça se manage bien, et que les sandwichs qu'on a multipliés avec des couches logicielles dans tous les sens, avec des bibliothèques qu'on embarque, on ne sait même pas ce qu'on a embarqué, font qu'on a des attaques incroyables au lieu. On pense à l'attaque sur une bibliothèque Java, mais il y en a plein d'autres. On embarque des logiciels avec des milliers et des milliers d'interfaces, et puis effectivement, dedans, il y a et ces logiciels, on les embarque juste pour avoir des fois des micro-fonctionnalités. Qu'est-ce qu'on fait sur les téléphones? On pose des questions, on appuie des pop-up. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'autant d'interfaces? Et pourquoi derrière, aussi facilement, on accepte tant de navigation, de rebond, de services de tracking, de services de partage? Tout ça, c'est effectivement pour nous ramener à peut-être une low-tech ou une fair-tech, mais en tout cas des conceptions logicielles beaucoup, beaucoup plus pointues, qui sont une super opportunité là pour trouver un biais par rapport au GAFA. Et le seul point, c'est effectivement, quand on veut de la redondance, de l'ultra-fiabilité, ben là, effectivement, il faut mettre les moyens, dupliquer les matériels. Et là, c'est effectivement d'arrêter d'être dans le modèle où pour tout, je fais de la redondance, pour tout, j'ai de l'hyper-redondance, des disques en RAID plus répartis en... Il y a des fois, on est vraiment, effectivement, dans un confort qui nous amène à considérer que, bah oui, quelle est la question qui est devant nous? Est-ce qu'on se dit qu'on est bien dans le cloud, qu'on peut rester, faire confiance à la matrice, aux GAFAM, à nos amis d'Asie pour continuer à nous fournir en même temps les métaux rares qu'on veut mettre dans nos voitures connectées, dans nos batteries, qu'on veut mettre partout, et en même temps accélérer pour eux, passer bas carbone et puis arrêter leur centrale à charbon? Est-ce qu'on peut faire confiance à tous les acteurs pour encore avoir des écrans plats, des fournitures de logiciels, se dire que quoi qu'il arrive, là, le monde est à peu près certain, on va pas avoir de rupture d'approvisionnement? Ou est-ce que on choisit d'autres chemins, celui de pouvoir être un peu plus réactif et éviter des balles où qu'elles viennent, de nos amis d'outre-Atlantique, de ceux qui sont un peu plus en situation d'ambiguïté de l'autre côté, voire la Russie, on ne sait pas trop où il se place. Mais tout ça, c'est la question à laquelle nos sociétés sont confrontées. Et ce que l'on dit, c'est qu'on ne peut pas continuer à fermer les yeux, à rester à côté de la salle de sport et de se dire non, tout va bien. On verra bien de quoi sera fait demain. Et voilà, et vous avez un ensemble de choses pour vous aider à avancer sur ces questions. Mais en tout cas, vous avez une belle carrière très intéressante qui vous attend. À l'opposé de la mienne, elle ne sera pas du tout toute tranquille, la voie tracée, on sait ce qui nous attend.
vous allez devoir gérer une agilité des adaptations, une agilité qui est bien supérieure à juste l'agilité des cycles de production logicielle. Voilà, merci. Une question qui est en train d'être écrite en ligne, donc je ne sais pas encore vous transmettre. Est-ce qu'on est dans la salle? Vous avez détourné. Non, sortir de la matrice, c'est toujours un peu... Alors, la question est arrivée. Avez-vous des conseils pour mesurer l'impact logiciel? Alors, pour mesurer l'impact logiciel, alors impact, il y a encore plusieurs types d'impact à mesurer, mais les points importants, ce sont les matrices de dépendance. En quoi mon logiciel est dépendant ou pas? En quoi est-ce qu'il est attaché ou pas à des plateformes matérielles, à des OS, à des couches en amont, en aval? Est-ce que mon logiciel peut être pérenne si j'ai des difficultés d'approvisionnement, des difficultés pour monter de système d'exploitation? Donc là, on rentre dans des prestations plus techniques et on rentre dans ce qui va devoir, pour une partie d'entre vous, être votre avenir, c'est effectivement rentrer aussi dans les logiciels, les faire sortir du cloud et réinventer les mesures d'impact. Mais il faut voir que c'est hyper récent, et c'est pour ça qu'il y a une opportunité énorme. Les rapports sur cette question du shift de Green IT, ils sont sortis en 2017. Avant, c'était juste le bonheur. Alors que le GIEC, ça fait 30 ans qu'il prépare les entreprises, qu'on fait avancer les choses. L'informatique, en gros, était dans les nuages jusqu'en 2017. Et puis voilà, on commence à découvrir qu'il y a des mesures d'impact à construire et qu'il y a des méthodologies à mettre en œuvre. Et on a tout un ensemble d'acteurs qui s'y mettent et sur lesquels je vous renvoie pour avancer. Mais aussi une chose, vous avez une chance incroyable par rapport à vos aînés, c'est que là, vous êtes conscient et vous êtes en mesure de commencer tout de suite votre formation sur ce genre de choses, alors que vos aînés qui sont déjà un petit peu dans la tête dans le guidon, ils n'ont pas forcément ce recul pour voir que ça va autant bousculer que ça. Pas d'autres questions en ligne. Très bien. Merci Franck. Là, sur le... Et pour finir, on va accueillir Céline Ferré, qui est cofondatrice de la Maison Informatique Plus Responsable, et donc qui accompagne les entreprises françaises dans le changement, la transformation numérique. Et aujourd'hui, elle va plus vous parler de la sensibilisation du grand public et des entreprises tout au long de, justement de cette transformation numérique. Merci. Donc effectivement, je suis cofondatrice de la Maison de l'Informatique Plus Responsable. Je vais vous expliquer dans un instant en quoi ça consiste. Mais déjà, je voudrais vous parler un petit peu de mon histoire. Franck a commencé à en parler tout à l'heure parce qu'il a dit qu'on était deux repentis. Donc oui, moi aussi, je suis une repentie de l'informatique, une repentie des grandes entreprises de l'informatique mondiale, puisque j'ai travaillé pour de grands acteurs, des éditeurs de logiciels, des cabinets de conseil. Dernièrement pour IBM, concurrent d'Oracle ou partenaire d'Oracle, je ne sais pas. Donc j'ai longtemps cru, comme probablement beaucoup d'entre vous, que la technologie allait sauver le monde. Pendant longtemps, parce que plus de 20 ans quand même, c'est assez long, jusqu'en 2016, où j'ai commencé à me poser des questions tardivement, parce que j'ai eu des enfants, ça a contribué à mon questionnement, et où j'ai décidé de suivre une formation en environnement. J'ai suivi un master à l'Université Paris-Dauphine, voilà, sur l'environnement, en parallèle de mon job chez IBM. Je ne savais pas trop ce que j'allais en faire, vraiment, mais je savais que j'allais en faire quelque chose. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer mon actuel associé, qui était à l'époque en train de finaliser un livre avec l'ADEME, qui s'appelait « Les éco-gestes informatiques au quotidien ». Là, je me suis dit, tiens, c'est quoi ce truc? Les éco-gestes informatiques au quotidien, ça veut dire quoi? En fait, c'était juste un recueil de bonnes pratiques pour notre utilisation du numérique, ou l'utilisation du numérique par le grand public. Et ça m'a intéressée. Je me suis dit, tiens, moi qui ai travaillé 20 ans dans l'informatique, alors je ne suis pas ingénieure, j'ai fait une école de commerce, je travaillais plutôt dans des fonctions commerciales.
dans ces grandes entreprises informatiques. Mais je n'avais pas envie non plus de tout mettre à la poubelle, cette expérience de 20 ans dans l'informatique, même en travaillant dans l'environnement. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait un sujet. On parlait de Green IT. Ah oui, tiens, Green IT. Je me suis rappelé que j'avais, en 2007, lorsque je travaillais pour le cabinet Forrester Research, concurrent du Gartner Group, dont on a parlé tout à l'heure, je me suis rappelé que j'avais vendu des missions Green IT à l'époque, pour les grandes entreprises françaises. Et puis, c'était un peu retombé comme un soufflet. On n'en avait plus parlé, on n'en a plus parlé pendant quelques temps. Donc, je me suis dit, là, il y a un sujet. Il y a un sujet, et puis je vais peut-être m'intéresser à ce sujet avec cette personne donc, que j'avais rencontrée lors du master et qui suivait la même formation que moi. Et on a décidé toutes les deux de prendre le sujet à bras-le-corps et de créer une première structure, une association qui s'appelle Point de Mire, Mire pour Maison de l'Informatique Plus Responsable. Et l'objectif de cette association est toujours de sensibiliser le grand public aux impacts environnementaux du numérique. Le grand public, le plus grand nombre, en fait, de très tôt à très tard. On ne savait pas vraiment à l'époque qui sensibiliser, mais on voulait, en tout cas, mettre en œuvre des outils pour aider à cette sensibilisation, parce qu'il nous semblait qu'à l'époque, à part l'ADEME, il n'y avait aucune structure, et peut-être aussi déjà quand même un peu le Shift Project, mais au niveau du grand public, il y avait assez peu de choses finalement. On utilisait tous le numérique comme si c'était magique, d'accord, comme si tout nous arrivait tout cuit dans le bec. On publiait des photos sur les réseaux sociaux, des vidéos sans nous demander vraiment s'il y avait un impact derrière. On envoyait des messages via nos messageries. On commençait à faire du streaming à l'époque sans vraiment se demander d'où ça venait, est-ce que ça avait des impacts. Donc on s'est dit là, il y a vraiment quelque chose à faire. Et donc on a monté cette association, Point de Mire, et puis on a commencé à faire des conférences, à être invité lors d'événements organisés par d'autres associations. On a commencé à mettre en place des programmes de formation. Et là, bizarrement, il y a plein d'entreprises qui sont venues vers nous et qui nous ont dit « Ah, mais nous, ça nous intéresse, mais nous, on veut faire la même chose auprès de nos collaborateurs parce qu'on sait qu'il y a un sujet. » Donc, on a fait de plus en plus de choses et on a fini par créer une deuxième structure en novembre 2019 qui s'appelle aussi MIRE, toujours Maison de l'Informatique Plus Responsable, et où ça veut dire paix aussi en russe, ça vous plaisait bien. MIRE Conseil et Formation. Il est un organisme de formation qui travaille essentiellement avec les entreprises. Donc aujourd'hui, si je résume, l'association Point de Mire existe toujours, fait essentiellement du bénévolat auprès des écoles primaires, collèges et lycées, toujours avec pour objectif cette sensibilisation. Et puis donc, l'autre casquette, l'organisme de formation qui travaille avec les entreprises. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on a mis en place? Oups. Alors, concrètement, on a mis en place tout ce genre de choses. Mais je reviens un peu en arrière, effectivement, parce que voilà. On s'est rendu compte qu'il y avait évidemment, que tout le monde utilisait le numérique. Hein. Aujourd'hui, on est à 5 milliards d'utilisateurs. C'est le chiffre juillet 2021, ça représente 65% de la population mondiale. C'est beaucoup. D'accord ? Vous voyez, j'avais mis, je ne sais pas si vous voyez très très bien, mais j'avais mis cette infographie sur ce qui se passe en 1 minute d'Internet. D'accord ? C'est 283 000 € par minute achetés sur Amazon. C'est plus de 5 millions de requêtes Google, etc. etc. Donc la grande majorité de la population mondiale utilise aujourd'hui Internet. Vous, moi, nous, tout le monde. D'accord ? Mais est-ce qu'on l'utilise de la même manière ? Est-ce que vous utilisez le numérique comme vos parents, comme vos petits frères, comme vos petites sœurs, comme vos grands-parents, comme des gens qui travaillent en entreprise? Non. On a tous des profils d'utilisation du numérique différents. Et ça, c'est très important. Parce que si on veut sensibiliser le plus grand nombre à ces problématiques environnementales et sociales du numérique, liées au numérique, il faut s'adapter à ces différents profils utilisateurs. On ne va pas expliquer à des enfants de CM1, CM2 la problématique de la même manière qu'à vous, de la même manière qu'en entreprise. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire, nous, avec les différents objets, les différents outils, mais objets aussi d'ailleurs, pédagogiques que l'on a créés, c'est vraiment d'essayer d'adapter ce discours-là, ce discours de sensibilisation à un numérique plus responsable, à différents types de profils. Donc, je vous disais, on a mis en place des programmes de conférences, on a créé des programmes de formation, on va y venir tout de suite, mais on a aussi fabriqué des affiches, des trucs un peu provocants.
d'accord, qu'on met dans les entreprises, qu'on met aussi lors des événements auxquels on participe. Ne soyons pas des poires, tout le monde voit à quoi ça fait référence. On parlait tout à l'heure de ne pas se laisser convaincre par tous les nouveaux messages marketing qui nous poussent à renouveler nos matériels le plus souvent. On organise aussi des projections débats, de documentaires. Il y a plein de films documentaires qui existent sur le sujet. Il y en a certains qui sont déjà passés à la télé en France ou au cinéma, d'autres non. On a été les premiers à diffuser certains documentaires qui sont vraiment très très marquants sur ces types de sujets. Ça marque, d'accord? On essaie, nous on ne produit aucun chiffre. On n'utilise que des études qui sont réalisées par ces messieurs, mais par contre on essaye de les transformer ou les mettre dans des formats qui peuvent toucher le plus grand nombre. Et on est persuadé que faire une projection débat sur un sujet, conseiller un livre sur un sujet, faire des affiches comme ça qui provoquent un petit peu, ou ce genre d'outils qu'on appelle l'abanico des éco-gestes, qui est un petit éventail qu'on peut avoir à côté de son poste de travail, qui va présenter par grand thème les 5 principales bonnes pratiques à mener au bureau, si on veut être plus éco-responsable. On pense que voilà, la multiplication des supports, la multiplication des messages va petit à petit faire entrer dans les esprits qu'il y a urgence effectivement à agir, comme on l'a montré tout à l'heure. On a créé, comme je vous le disais au début, un petit atelier qu'on déroule gratuitement via l'association dans les écoles primaires en cycle 3, CM1, CM2, 6e, où on a décortiqué des téléphones portables, on a collé tout ça dans des mallettes et on montre en fait aux élèves ce qu'il y a dans un téléphone. Combien il y a de composants il y a, ce que c'est comme type de composants, d'où ça vient, quelles sont les problématiques liées à ces composants, quelles sont les problématiques liées à la fin de vie aussi, quand on ne veut plus utiliser son téléphone, qu'est-ce qu'on en fait, où on le met. Ça marche très bien. Les élèves, d'abord, ils connaissent déjà beaucoup de choses, ils sont très surprenants, et on se dit que de toute façon, il faut commencer à sensibiliser très très jeune. Donc je vais vous montrer maintenant, autre chose, on a créé aussi des petites vidéos d'animation qui vont illustrer ces bonnes pratiques qu'une entreprise pourra mettre, par exemple, ou une école pourra mettre sur son site intranet pour que les gens aillent les regarder pour se rafraîchir un petit peu la mémoire sur les bonnes pratiques. Maintenant, ce que je voudrais qu'on fasse ensemble, c'est qu'on se mette dans la peau des différents managers, par exemple, dans une entreprise. Vous avez peut-être déjà fait des stages en entreprise, vous savez comment ça se passe, et vous savez que les différents chefs de service ou chefs de département n'ont pas, là encore, la même utilisation de l'informatique, du numérique, n'ont pas les mêmes problématiques. Donc là encore, il va falloir s'adapter à leurs besoins pour pouvoir leur fournir des prestations adaptées. Donc déjà, si on considère tous les collaborateurs d'entreprise comme tous les élèves d'une école, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire déjà? C'est la sensibilisation. C'est ce qui a été fait ce matin avec la fresque du numérique. C'est ce qu'on fait nous aussi avec des conférences, avec même les ateliers qu'on fait en primaire. On les fait aussi en entreprise, pas avec le même discours évidemment, mais ça marche très très bien aussi pour ce degré de sensibilisation. Tout ce que je vous ai montré aussi, vidéos bonnes pratiques, affiches, etc. Ça, on peut l'utiliser pour sensibiliser un peu tous les collaborateurs, quels qu'ils soient. Ensuite, si on rentre un petit peu plus en détail dans les différents services de l'entreprise, qui va a priori être le plus concerné ou la plus concernée par le numérique dans l'entreprise? C'est la directrice ou le directeur informatique, d'accord, forcément. Donc, Madame Ram, en l'occurrence, là, dans mon exemple, elle va s'occuper de quoi? Des postes de travail, de la téléphonie, des serveurs, des imprimantes, du cloud, du réseau, des sites internet, des applications, des prestations informatiques qu'elle va acheter, des choses qu'elle va peut-être faire aussi développer en interne, par des développeurs, ça peut arriver. Donc, vous voyez que tous ces sujets, on en a déjà parlé, c'est des sujets de numérique, donc de numérique plus responsable. Donc, il va falloir s'adresser à elle en essayant de traiter tous ces sujets par des formations, par une formation par exemple de 2 jours qui là va traiter tous les sujets les uns après les autres et voir comment on peut rendre tout ça plus responsable dans les décisions au quotidien de Madame Ramin. On va aussi pouvoir la former à l'éco-conception de services numériques, elle ou ses collaborateurs. Si elle a des développeurs en interne, forcément ils vont être intéressés. Et puis, elle peut être intéressée aussi par un sujet dont on n'a pas beaucoup parlé. On a parlé beaucoup, jusqu'à maintenant, là, des impacts environnementaux du numérique. Mais il y a aussi des impacts sociaux et sociétaux, en particulier celui de l'accessibilité numérique.
L'accessibilité numérique, c'est quoi? C'est faire en sorte que le numérique soit accessible du plus grand nombre. Et aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas le cas. En France, il y a entre 15 et 20% de la population qui est porteuse de handicap. Ça peut être des handicaps permanents ou ça peut être des handicaps pendant une période de temps. Ça peut être des handicaps de malvoyance, de problèmes d'audition, de problèmes moteurs, etc. Et malheureusement, dans notre appropriation du numérique, ça peut poser des problèmes. D'accord? Donc ça, forcément, dans une entreprise, c'est un sujet qui doit être considéré parce qu'il est important. Je vous donne un autre exemple. Vous êtes une start-up, vous lancez un super site e-commerce pour vendre des super produits, le produit révolutionnaire. D'accord? Sauf que vous oubliez un truc, c'est de concevoir votre site e-commerce sans tenir compte de cette problématique d'accessibilité. Ah c'est bête, vous vous privez de 15 à 20% de vos acheteurs. D'accord? Je vous donne un exemple. Quand on est daltonien, il y en a peut-être parmi vous, s'il n'y a pas un contraste de couleur suffisant entre un fond d'écran et ce qui est écrit sur le fond d'écran, vous ne voyez pas. Il faut un écart chromatique de 4. Vous savez, à chaque couleur est affecté un code, il faut respecter cet écart chromatique. Ça, quand on crée un site internet, un site e-commerce, il faut le savoir. Ça ne s'invente pas. Quand on est à la finance ou aux achats, là encore, on a parlé tout à l'heure un petit peu d'achat responsable. Il va falloir acheter. Il va falloir acheter du matériel, il va falloir acheter des prestations informatiques et s'assurer qu'elles soient le plus responsables possible. Donc, en ce qui concerne le matériel, est-ce que c'est du matériel qui est labellisé? Est-ce qu'il est réparable? Est-ce que je vais pouvoir le garder plus longtemps? Est-ce que je vais devoir peut-être négocier avec mon prestataire télécom des contrats qui soient plus longs que 3 ans? D'accord? Pour éviter de renouveler à chaque fois les téléphones tous les 2 ans ou 3 ans, essayer de rallonger cette durée, puisqu'on a vu que la clé, c'était rallonger la durée de vie des matériels. D'accord? Donc, vous voyez toutes ces problématiques. Que faire de mes anciens matériels? La question a été posée tout à l'heure. Les entreprises se demandent avec quel prestataire travailler pour pas que leur matériel numérique finisse sur des décharges à ciel ouvert au Ghana ou en Asie, ce qui est strictement interdit par la Convention de Bâle, mais qui se passe toujours. D'accord? Donc, c'est des problèmes véritablement importants et qui engagent la responsabilité de l'entreprise. Aujourd'hui, quand vous êtes patron d'une entreprise et que vous avez un parc de matériel, vous êtes responsable de ce parc de matériel, même quand vous n'allez plus l'utiliser. Il n'est pas question de le mettre sur le trottoir pour que ce soit emmené comme n'importe quel déchet. D'accord? Donc là encore, on a mis en place des formations spécifiques pour former les acheteurs à ces notions d'achat plus responsable de matériel numérique. Quand on est commercial ou quand on travaille au marketing ou à la communication, on se dit, numérique responsable, en quoi ça va nous concerner? Si, parce qu'aujourd'hui, pour communiquer de manière plus responsable, il y a aussi des bonnes pratiques. Je vous ai parlé de la bonne pratique d'accessibilité sur un site e-commerce tout à l'heure par rapport aux daltoniens. D'accord? Il y a plein d'autres choses aussi. Pour être moins consommateur de ressources informatiques, il y a tout un tas de bonnes pratiques à connaître, même quand on est au marketing ou à la communication. Donc, c'est pour ça qu'on a mis aussi en place un programme de formation d'une journée sur comment bâtir une stratégie marketing digital plus responsable. Parce qu'aujourd'hui, tout le marketing se fait essentiellement en format digital. Si je suis responsable RSE, là encore, ça va me concerner forcément, puisque je suis garante de la responsabilité de mon entreprise. D'accord? Donc forcément, je vais être intéressée pour savoir comment on va intégrer le numérique à cette notion de responsabilité, puisqu'on a vu que le numérique responsable, c'est un sujet. D'accord? Je vais être intéressée par l'accessibilité, parce que forcément, à l'intérieur de mon entreprise, je peux peut-être aussi avoir des gens qui sont porteurs de handicap. D'accord? Et il va bien falloir qu'à un moment donné, je les intègre à cette stratégie. Et puis, aujourd'hui, on sait que le numérique est responsable de bafouer les droits humains à plusieurs niveaux, tout au long du cycle de vie, tiens d'ailleurs. Au moment de l'extraction des minerais, vous avez tous entendu parler de l'expression minerai de sang en République démocratique du Congo. D'accord? Le contrôle par des groupes armés des mines, de Tantale, de coltan, toutes les exactions sur les femmes en particulier qui sont faites autour de cette extraction minière. D'accord?
Le docteur Denis Mukwege, qui d'ailleurs a travaillé assez longtemps au début de sa carrière à Angers, vient d'écrire un livre qui s'appelle « La force des femmes ». Je vous invite à le lire. Il dit clairement dans ce livre, et c'est marqué noir sur blanc, que les exactions sur les femmes dans son pays ont commencé avec l'exploitation des minerais pour nos matériels numériques dans son pays. Donc en fait, il y a un vrai problème de responsabilité. Les grandes entreprises aujourd'hui font très très attention à comment elles engagent leurs responsabilités, aussi en matière de droits humains. Vous avez tous entendu parler aussi des sous-traitants, des grands fabricants de numérique, les Foxconn et compagnie, dans lesquels le droit du travail, les conditions de travail sont absolument pas respectées et abominables. Les filets anti-suicide, etc. Là aussi, on bafoue les droits humains. Et en fin de vie aussi, quand nos matériels se retrouvent sur les décharges à ciel ouvert dont on vient de parler. Vous voyez qu'il y a aussi des sujets. Ça ne semble pas forcément évident quand on regarde notre smartphone, notre ordinateur, de se dire que derrière ça, derrière notre utilisation, derrière l'utilisation de l'entreprise, il peut y avoir des problèmes de droits humains. Mais si, malheureusement. Les ressources humaines aussi, évidemment, vont être concernées par tous ces sujets. Ils vont être concernés par comment aussi on forme les salariés et puis comment on attire les jeunes talents. Vous, d'accord? Vous êtes concernés. Vous êtes concernés parce que vous êtes là. C'est vous les futurs stagiaires, c'est vous les futurs embauchés de ces entreprises. Donc tous ces sujets-là, il y a un moment donné, vous en aurez peut-être entendu parler. Si vous êtes dans une école primaire où on aurait été parlé, enfin nous ou d'autres, moi je vous présente ce qu'on fait nous au sein de MIR, mais bien sûr il y a d'autres acteurs qui font des choses similaires. Vous en aurez probablement entendu parler, sûrement entendu parler vous, parce que vous avez la chance d'être dans une école qui a déjà un cours sur le sujet, d'accord? Donc vous serez déjà sensibilisé, ce qui n'est pas le cas pour l'instant de tout le monde. Et puis, quand vous rentrerez dans l'entreprise, vous aurez la chance de suivre l'atelier de sensibilisation ou la fresque du numérique, donc vous en entendrez encore parler. Mais vous savez pertinemment, des études ont été faites aujourd'hui, les jeunes embauchés préfèrent aller dans des entreprises engagées, d'accord, éthiques, quitte à gagner un peu moins d'argent, que des entreprises où tous ces sujets-là ne sont pas abordés. Et puis de toute façon, on n'a pas le choix, parce qu'il y a une nouvelle loi qui vient d'être votée mi-novembre 2021 et qui est organisée en 5 chapitres que vous voyez là. Et le premier chapitre, c'est faire prendre conscience aux utilisateurs de l'impact environnemental du numérique. D'accord? Formation obligatoire à partir de la rentrée 2022 dans les écoles d'ingénieurs. Vous avez de la chance parce que là, dans l'école, on a pris de l'avance. Mais vous voyez que ça va de toute façon devenir obligatoire. Donc, il est temps de s'y mettre. Voilà. Voilà pour moi. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez des questions, oui? Il n'y en a pas en ligne à ce stade. Non. C'est ici que s'achève notre après-midi, justement, sur l'accompagnement des entreprises dans la transformation du numérique. Je remercie à la fois nos 3 intervenants experts sur le sujet, vous qui étiez ici en présentiel et également en distanciel pour votre participation et votre attention à ces conférences. Nous allons vous envoyer également le PowerPoint et puis voilà, avec les contacts des trois intervenants. Si voilà, vous avez des questions, il n'est pas encore trop tard de les poser également par mail. On vous remercie pour votre participation à cette première édition de la Journée du numérique responsable et puis espérons qu'on ait planté la petite graine avec toutes ces interventions pour un numérique plus responsable et dans chacune de vos actions. Voilà, merci à vous.